Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir et comme tous les jeudis, la parole est donnée à de jeunes responsables politiques ou associatifs. Ils seront peut-être les leaders de demain. Le débat Parole de jeunes s'intéressera à la polémique autour des propos d'Emmanuel Macron, à la proposition d'abaisser la majorité pénale à 16 ans de François Fillon et aux relations entre la police et une partie de la jeunesse. C'est un face-à-face inédit entre le temps politique et la procédure judiciaire. Le parquet national financier écarte en l'état un classement sans suite, tandis que l'échéance électorale approche. L'incertitude plane sur le sort du candidat Les Républicains. Toutefois, François Fillon affirme s'en remettre désormais au seul jugement de suffrage universel. Sur ce sujet, le match des idées opposera l'auteur et académicien Jean-Marie Roire à Jean Berenbaum, journaliste et essayiste. Enfin, le grand entretien, je ne reçois pas un, mais deux invités ce soir. C'est l'histoire de Ludivine et de Christophe Lemonnier. Témoignage sans phare et poignant d'un couple d'agriculteurs le jour où on a vendu nos vaches. C'est le titre de leur ouvrage chez Flammarion. L'entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Le hashtag OVPL pour vos réactions. Et avant d'accueillir mes premiers invités pour le débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Jérôme Bonnard. Le chômage a reculé de 0,2 points en 2016 et passe à 10% de la population active selon les données de l'INSEE publiées aujourd'hui. En métropole, le taux passe lui de 9,8 à 9,7%. Une baisse timide, mais la situation des moins de 25 ans s'est améliorée. Moins 1,7%. Au total, l'Hexagone compte 2,78 millions de demandeurs d'emploi. Benoît Hamon. Benoît Hamon veut plus de transparence dans la vie publique. Son équipe de campagne a dévoilé aujourd'hui 10 mesures en ce sens, dont l'interdiction pour les parlementaires de recruter un membre de leur famille, ou encore l'incompatibilité du mandat de parlementaire avec toute activité de conseil. L'ensemble des députés, toutes sensibilités confondues, entendent ce besoin de transparence qui est la condition du rétablissement d'une forme de confiance. En séance. Le Parlement a adopté définitivement aujourd'hui la proposition de loi socialiste visant à pénaliser les sites de désinformation sur l'IVG. Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse existe depuis 1993. Il est sanctionné par une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Il sera désormais étendu au réseau numérique. Seuls les Républicains ont voté contre au nom de l'atteinte à la liberté d'expression. En séance. Feu vert définitif ce jeudi au Parlement pour la réforme du statut de Paris et l'aménagement métropolitain. L'une des mesures phares du texte voté sera la fusion des 4 premiers arrondissements de la capitale avec un seul maire élu. Un souhait de Anne Hidalgo, maire de Paris, qui avance un moyen de faire des économies et d'équilibrer la représentativité des conseillers de la ville. La droite, elle, dénonce une manœuvre purement électoraliste. Économie. Le Parlement européen a adopté ce jour un rapport qui donnerait un cadre juridique aux robots, par exemple l'éthique ou le rôle des machines dans une entreprise. Mais la suggestion d'une mise en place d'une taxe robot pour financer un revenu universel ne rencontre pas l'assentiment des députés européens. La Commission va maintenant évaluer ce rapport dans les 3 prochains mois. Et comme tous les jeudis dans votre émission, on va plus loin, c'est Parole de jeunes, le seul débat qui donne la parole à de jeunes responsables politiques ou associatifs. L'occasion pour vous de les découvrir et pour eux de confronter leurs idées et leurs arguments sur différents sujets. Je vous présente nos invités ce soir. Marie Natané, bonsoir. Bonsoir. Président de Terra Nova à Sciences Po. Face à vous et avec nous, Louis de Gouillon-Matignon, bonsoir. Bonsoir, madame. Président du Parti européen. Benjamin Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Présentateur de Yahoo Sciences Po TV. Et Jade Zahab nous accompagne, bonsoir. Bonsoir.
président du Parlement des étudiants. Alors, madame, messieurs, voici les thèmes de notre débat ce soir. D'abord, comment sont perçus les propos d'Emmanuel Macron au sein de la jeune génération? Sa déclaration sur la colonisation a suscité un tollé. Et plus largement, les politiques doivent-ils ainsi investir le champ historique? Autre thème, abaisser la majorité pénale à 16 ans. François Fillon, à travers cette proposition, dit vouloir lutter efficacement contre la délinquance des mineurs. La gauche dénonce quant à elle cette mesure et parle de chasse aux voix du FN. Et puis, au cœur de nos discussions, les relations entre la police et une partie de la jeunesse. Ici et là, les tensions restent vives, comme ce soir, encore à Bobigny, où des échauffourées se sont produits entre des dizaines de jeunes et la police venue en nombre. Mais d'abord, nous allons parler de ces mots qui ont créé la polémique, ceux d'Emmanuel Macron en Algérie, en comparant la colonisation française à un crime contre l'humanité. Le candidat d'En Marche a suscité un tollé. Et même s'il a cherché à s'expliquer tout à l'heure, eh bien, ses propos continuent de faire réagir. On voit tout cela, le résumé avec Jérôme Rabier, et puis vous réagissez juste après, regardez. En déplacement en Algérie pour renforcer sa stature internationale, Emmanuel Macron a-t-il commis un faux pas? Le candidat d'En Marche, interrogé sur la colonisation, a en tout cas utilisé des mots rarement repris dans la classe politique. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Une phrase qui n'a pas tardé à franchir la Méditerranée, provoquant un tollé à l'extrême droite et à droite, François Fillon évoquant une faute disqualifiant le candidat. Pas de critique aussi forte à gauche, même si l'usage du terme crime contre l'humanité lui est reproché. Moi, je n'utiliserai pas le terme de crime contre l'humanité parce que c'est une notion juridique très particulière et je pense qu'il faut utiliser les bons mots au bon endroit. Des membres de l'entourage d'Emmanuel Macron ont depuis précisé qu'il n'avait pas utilisé ce terme dans sa notion juridique, car sinon la France pourrait être jugée aujourd'hui pour ces faits. Voilà, et jamais un responsable n'avait employé de tels termes. Et je voulais vous demander d'abord, est-ce que votre génération, Benjamin Duhamel, qu'est-ce qu'elle pense de cette polémique? Et est-ce que cela vous touche ou est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y ait tant de réactions finalement? Ah non, moi si je comprends, je pense que c'est une bourde, on peut le dire comme ça, une des premières grosses bourdes de la campagne. Il n'est pas question de rentrer dans le fond. On peut contester les propos d'Emmanuel Macron sans pourtant défendre la colonisation. Évidemment, ici, personne ne va la défendre. Je pense qu'autour de mes camarades seront d'accord. C'est quelque chose d'épouvantable, de la torture, il y a des crimes. Bon, simplement, le problème, quel est le problème? C'est d'abord la comparaison avec un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, ça rappelle la Shoah. Donc la comparaison en plus des débats juridiques. Bon. Ensuite, Emmanuel Macron, la vraie nouveauté, il va en Algérie et il dit la France doit présenter des excuses. Ça, c'est honnêtement, moi je pense quelque chose qui n'est pas vraiment acceptable. Et au-delà de ça, ça montre quelque chose. C'est que ça montre que le problème d'Emmanuel Macron, qui est d'être dans le sorte de grand écart permanent, il avait dit il y a 3 mois, la colonisation a apporté des aspects de civilisation. Aujourd'hui, il dit c'est un crime contre l'humanité. À vouloir tenter et à vouloir satisfaire tout le monde, eh bien on finit par ne satisfaire personne. Et moi, je pense que c'est pour ça que ça choque et ça me paraît totalement légitime. Est-ce que c'est votre avis, lui, de Guillaume-Matignon, et est-ce que de tels propos sont dangereux dans un contexte qu'on qualifie d'inflammable en ce moment? Dangereux, je ne le crois pas, mais en revanche, ce que je constate, c'est que Emmanuel Macron n'a pas vraiment, encore une fois, de vision politique, donc il va à droite, à gauche, il essaye un petit peu d'aller partout où il peut pour essayer de récolter le maximum de voix. Bien évidemment, non, je ne pense pas qu'il faille qualifier de la colonisation de crime contre l'humanité, parce que c'est une notion vraiment très particulière qui fait référence à, comme vous l'avez dit, la Shoah par balle, la Shoah par gaz, donc c'est vraiment quelque chose de très précis sur le plan du droit et notamment sur le plan historique. En revanche, là où je suis en désaccord avec vous, cher monsieur, c'est par rapport à la question des excuses. Moi, je pense qu'il faut présenter des excuses à l'Algérie. Je pense qu'aujourd'hui, la France, par rapport à ce qui s'est passé, je pense notamment au massacre de Sétif, le 8 mai 45, je pense également au statut de l'indigénat en 1870, le décret Crémieux, je pense qu'aujourd'hui, la France doit présenter ses excuses à l'Algérie. Vous êtes pour la repentance non, éternelle. plus fort que ça, madame. Est-ce que l'Algérie non, plus fort que ça, madame. Excusez-moi, je suis pour quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Je suis pour qu'on crée une union avec l'Algérie. Je suis pour qu'on revienne vers l'Algérie. Je suis pour qu'on crée une entente très forte autour du bassin méditerranéen. Et pour ça, attendez, excusez-moi, chère madame, mais pour ça, il faut vous n'allez pas me donner du madame pendant excusez-moi, 20 minutes. c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a une situation, nous avons été en situation de force pendant le colonialisme. Aujourd'hui, c'est à nous de présenter des excuses et de recréer un contact avec l'Algérie. Et je vais vous dire, il y a aussi beaucoup de jeunes qui, dans les banlieues, attendent ces choses. Et c'est la raison pour laquelle je suis en désaccord avec vous, monsieur. Bien évidemment, je pense qu'il faut présenter des excuses, mais ce n'est pas un crime contre l'humanité. Je réponds d'un mot.
Il y a eu des actes qui ont été faits, notamment pendant ce quinquennat, Jean-Marc Todeschini qui allait rendre hommage pour la commémoration des massacres de Sétif. Simplement, je pense que ce n'est pas le rôle des politiques de présenter des excuses. Un partenariat, oui. Plus de rapprochement entre les peuples algériens et les peuples français qui sont intimement liés, oui. Mais simplement, pas d'excuses et une vision... Vous ne comprenez pas l'atmosphère entre la France et l'Algérie. Vous ne saisissez pas cette histoire. Vous savez qu'il y a des harkis qui sont morts. Vous savez qu'il y a Gaston Defer qui, à la tête de Marseille, avait des grandes bols de la CGT avec écrit « Harkis, rentrez chez vous ». C'était la valise ou le cercueil. Allez dire ça aux pieds noirs, allez dire ça aux harkis. Bien évidemment, c'est une histoire douloureuse, l'histoire de la France et de l'Algérie. Je vais vous dire quelque chose de très fort, je vais vous dire quelque chose de vraiment important. Aujourd'hui, la France, elle porte une partie de l'histoire de l'Algérie en elle, et l'Algérie porte une partie de l'histoire de France en elle. Et à ce titre, nous devons recréer des liens avec l'Algérie vos camarades parler. Marine Attané, d'ailleurs, sur cette polémique, et plus largement, est-ce que selon vous, c'est la responsabilité du politique, finalement, la mission du politique d'intervenir ainsi dans le domaine historique? Alors, pour clore la polémique, avec mon avis, simplement... je pense qu'il a voulu réorienter la politique étrangère de la France et recréer une relation plus apaisée avec l'Algérie. C'était une tentative qui s'avère maladroite, oui, qui s'avère passer mal en France, oui. Crime contre l'humanité, évidemment, non, parce que le terme est juridique, c'est bien ce qui a été dit à gauche et je pense que c'est raison, qu'il y a accès à raison. Après, je pense qu'effectivement, les politiques doivent se saisir de l'histoire parce que l'histoire fait sens, de la même manière que la colonisation fait partie de l'histoire de la France et explique aujourd'hui des difficultés qu'on peut avoir sur l'intégration des populations maghrébines. Je pense qu'effectivement, notre passé historique et ce passé commun qu'on a avec tout le peuple méditerranéen dans son ensemble doit être saisi par les politiques. Après, il y a des manières de le faire. Il y a des termes plus ou moins justes qui doivent être appliqués à ces questions-là. C'était, selon moi, surtout particulièrement violent dans un contexte où en France, on connaît une crise actuelle assez rude. En revanche, je trouve qu'avoir remis un peu de substrat historique, essayer de recréer un peu de cohérence, un peu de cohésion, voir ce qui fait sens au sein de la communauté française multiple, ça serait quand même une bonne option des politiques aujourd'hui. Jad Zahab. Écoutez, je crois que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que les termes qui ont été utilisés par Emmanuel Macron sont un dérapage parce qu'effectivement, parler de crimes contre l'humanité, ça rappelle le procès de Nuremberg, tout ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. En revanche, je crois que la démarche initiale d'Emmanuel Macron qui consiste à aborder le sujet de la colonisation et de la décolonisation est très intéressant parce que, comme ça vient d'être dit, il y a dans nos quartiers, il y a dans les banlieues un problème d'intégration et je crois que... Certes, mais est-ce que c'est avec ce genre de message qu'il va apaiser la situation? Alors non, comme je l'ai dit à l'instant, il a été très maladroit. La colonisation, aussi mauvaise est-elle été, ne peut pas être associée au procès de Nuremberg. En revanche, parler de la colonisation, faire de ce sujet et de la décolonisation un sujet de discussion, je crois que c'est central. Si on veut résoudre le problème de l'intégration, il faut faire en sorte que nous n'ayons plus de tabou. Central, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2017, vous pensez, vous, à vos âges respectifs, et puisque vous m'appelez madame, vous m'envoyez à notre âge, je vous remercie encore, Louis de Gouillon-Matignon, mais vraiment, est-ce que vous pensez que ce thème doit être aujourd'hui au cœur de la campagne? Non, pas du tout. Et moi, je vais répondre au cours d'histoire absolument formidable que Louis vient de me prodiguer. L'histoire de l'Algérie, c'est pas simplement l'histoire des Français d'origine étrangère, d'origine algérienne, c'est aussi l'histoire des harkis. C'est aussi l'histoire des pieds noirs. Et en France, il y a des gens, c'est ce que je viens de dire. Il y a une plaie qui est béante. Et je considère... Est-ce que je peux juste terminer ma phrase? Merci. Bien sûr, mais c'est ce que je viens d'expliquer en fait. Je peux terminer? Merci. Il y a, par ces propos, je pense, une tendance à vouloir réouvrir ces sujets-là, à vouloir... créer du clivage, je ne pense pas que c'était la volonté d'Emmanuel Macron, et utiliser le mot d'excuse, utiliser le mot de repentance, en gros c'est une repentance, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Accessoirement, je termine juste sur quelque chose. Si on veut parler d'histoire, parlons d'histoire dans son entièreté. Va-t-on demander des excuses au gouvernement algérien qui, encore aujourd'hui, continue de glorifier le FLN, qui lui aussi a été coupable d'exactions pendant la guerre d'Algérie? Non, je pense qu'il faut avoir une mémoire apaisée. Emmanuel Macron le dit, il n'est pas de la génération de ceux qui ont connu la guerre d'Algérie. Nous non plus. Ayons un regard entier et faisons attention aux mots qu'on utilise. Alors on va conclure sur ce sujet. Par rapport à ce que vous avez parlé, je voudrais rajouter que ça ne concerne pas simplement que le Maghreb, ça concerne aussi l'Afrique noire. Je rappelle aujourd'hui qu'il y a quand même la majorité des pays d'Afrique noire, des anciennes colonies francophones d'Afrique de l'Ouest, qui sont sous le franc CFA. Aujourd'hui, la France continue de, maintenir certaines de ces colonies sous une espèce de dictature monétaire. Oui, attendez, Louis de Guillaume-Matignon, on ne va pas tout mélanger et d'assurer aussi la sécurité, notamment au Mali. Non, mais on va rester cantonné aux propos. Non, mais je voudrais rester. Oui, mais je sais. Attendez, je dirige le débat. Je dois le rappeler à chaque fois le jeudi pour Parole de Jeunes. Mais vraiment, je tiens vraiment à ce qu'on reste sur l'aspect politique. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour vous exprimer sur ce sujet-là, avoir votre vision. Marine Attané, je répète la question. Est-ce que selon vous, c'est vraiment aux responsables politiques? Il y a eu toute une polémique quand François Fillon en parlait, par exemple, du récit national. Comment est-ce qu'on doit enseigner l'histoire pour les jeunes? Alors,
alors ce n'est plus vous, mais pour les jeunes, les plus jeunes générations, etc. Ça peut encore être nous, la preuve, Louis vient de le faire. Est-ce que selon vous, c'est vraiment le rôle des politiques? Est-ce que ça ne vous inquiète pas, cette immixtion? Non, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'histoire fait sens et que lorsqu'on propose un projet politique, on propose avant tout un projet de société. Et lorsqu'on crée un projet de société, pour faire société, il y a besoin de se rapporter à l'histoire et au moins d'en avoir conscience. Après, effectivement, je trouve que le terme de mémoire apaisée qu'a utilisé Benjamin est très juste et c'est sur cette ligne-là qu'on doit aller, mais en s'appuyant sur notre histoire commune. Et je pense qu'encore une fois, on le verra dans les débats qui vont suivre, il y a une vraie question de recréation de sens et de cohérence à l'échelle nationale. On peut une mémoire apaisée face à une mémoire un peu plus vive, écorchée, n'est-ce pas, Louis de Gouillon-Matignon? On va parler d'un autre sujet tout aussi important et vous allez réagir. C'était hier à Compiègne que François Fillon a proposé d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Une proposition déjà envisagée par Nicolas Sarkozy qui a tout de suite, immédiatement rencontré l'hostilité de la gauche. On voit tout ça avec Samia Dechir. Depuis le viol présumé du jeune Théo par des policiers à Aulnay-sous-Bois, plus de 245 personnes ont été interpellées. Parmi elles, beaucoup sont mineurs et dépendent donc d'un régime juridique spécifique. Une justice trop souple pour François Fillon, qui a proposé hier de la réformer. Ouvrons les yeux. Si les nouveaux délinquants mineurs se conduisent comme des adultes délinquants, alors il convient de les traiter comme tels en supprimant l'excuse de minorité et en abaissant la majorité pénale à 16 ans. En France, la justice des mineurs est organisée par l'ordonnance de 1945. Elle pose un principe essentiel. Avant 18 ans, tout individu est considéré comme un enfant et doit donc être jugé comme tel. La justice des mineurs prévoit donc de faire primer l'éducation sur la répression, des juridictions spécifiques comme les tribunaux pour enfants et enfin des peines atténuées par rapport à celles des adultes. Pour la gauche, pas question de revenir sur ces principes. La proposition de François Fillon est jugée dangereuse et opportuniste. Ce que j'observe surtout, c'est que c'est une méthode classique de la part de la droite dure que d'aller chercher sur le terrain du Front National des sujets de polémique. Les grands principes de la justice des mineurs sont aujourd'hui inscrits dans la Constitution, mais depuis son adoption, l'ordonnance de 1945 a déjà été modifiée 70 fois, permettant par exemple la détention provisoire ou l'assignation à résidence des mineurs. Voilà, pour lutter plus efficacement contre la délinquance des mineurs, le candidat de la droite a donc proposé de fixer cette majorité pénale à 16 ans, une proposition qui demanderait, vous l'avez compris, de revenir sur des textes fondamentaux. D'abord, quel est votre avis, Jad Zahab? Alors je crois qu'avant de rentrer dans le fond, ce qui est très intéressant dans ce sujet-là, c'est le contexte dans lequel cette proposition a été énoncée. François Fillon a très longtemps été contre cette idée-là. Et je crois que ce qu'on peut lire derrière cette proposition, c'est qu'il en a un peu marre qu'on parle de ses affaires et qu'il aimerait un peu recentrer le sujet sur son programme politique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette proposition, elle est très droitière dans son orientation et elle met en lumière le fait que François Fillon, dans son propre camp, est contesté. Et donc je crois que au-delà du fond sur lequel je vais venir dans un instant, proposer cela, c'est aussi essayer d'incarner la droite. Mais lui, Jad Zahab, il dit que l'argument de la jeunesse, qui n'est plus la même évidemment, qui a évolué, que c'est une délinquance des mineurs très différente et qu'il faut adapter notre arsenal judiciaire et pénal. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que François Fillon a été Premier ministre, que Nicolas Sarkozy a obtenu des avancées vers ce que François Fillon propose. Mais ce qui est très intéressant, c'est que abaisser la majorité pénale à 16 ans, est-ce que ça ne doit pas signifier, si vraiment on est convaincu que cette idée est la bonne, qu'il faut aussi accorder le droit de vote à 16 ans? Alors quel est votre avis justement? Écoutez, évidemment, je pense que ce serait lié éventuellement. En tout cas, si l'objet de cette mesure est de réduire la délinquance chez les jeunes, je ne crois pas que c'est la bonne solution. Parce que au-delà de la question du droit de vote à 16 ans, il y a aussi la question des places de prison. Donc si quelqu'un va en prison à 16 ans, est-ce qu'on peut appliquer effectivement la loi? Donc je crois que c'est une proposition qui a été faite dans un contexte précis. Il essaye d'incarner la droite. Je crois que la droite propose cette idée depuis des années. Je ne suis pas certain que. Mais est-ce que vous reconnaissez, je pose la question, et je vais venir à vous, Benjamin Duhamel, qu'il y a une évolution vraiment de la délinquance, que ce n'est plus la même? Il y a évidemment une évolution de la délinquance et il y a eu une évolution de l'ordonnance de 45 qui aujourd'hui ne ressemble en rien à ce qu'elle pouvait être en 45. Honnêtement, je pense même pas que... Évidemment, c'est une proposition droitière, il fait ça en sortant de son déjeuner avec Sarkozy, bon, il y a plein d'interprétations politiques. Mais sur le fond, c'est juste un écran de fumée. Est-ce qu'aujourd'hui, les mineurs peuvent être pénalement responsables? La réponse est oui. Est-ce qu'ils peuvent être en garde à vue? La réponse est oui. Est-ce qu'ils peuvent être en détention provisoire? La réponse est oui. Est-ce que le juge peut écarter cette minorité
La réponse est oui. Exemple tout simple, le meurtrier de la jeune Agnès au Chambon-sur-Lignon a été condamné à perpétuité, il avait 17 ans. Donc honnêtement, si on veut parler d'une justice exemplaire et d'une justice efficace, qu'on ne sorte pas cette proposition et qu'on parle de places de prison, qu'on parle éventuellement du rôle du juge des enfants. Parce que là, il peut y avoir un sujet sur le juge des enfants, quel magistrat doit traiter de la délinquance juvénile, mais en tout cas, surtout pas cette mesure-là qui est simplement un écran de fumée. Vous n'avez pas l'air d'accord. Pas du tout. En plus, je trouve que vous prenez tous le problème à rebours. Mais vous êtes là pour bien placer le débat. Ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est d'essayer de résoudre la criminalité. Au lieu de vouloir abaisser la majorité pénale à 16 ans, c'est totalement stupide. Pourquoi pas à 12 ans? Pourquoi pas réouvrir les bagnes pendant qu'on y est pour enfants? Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut ouvrir des écoles, comme l'avait dit Victor Hugo, ouvrons des écoles et fermons des prisons. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont dans les quartiers, on a des jeunes qui sont dans les banlieues. Ils n'ont pas accès au logement, ils n'ont pas accès à la santé, ils sont exclus de la sphère du travail. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a la criminalité? Parce qu'on a des jeunes qui s'ennuient, qui sont exclus du système français. Pourquoi est-ce qu'on a des jeunes qui partent en Syrie faire Daesh? Pourquoi est-ce qu'on a des jeunes qui partent faire le terrorisme? Parce que ce sont des jeunes qui sont exclus. S'il y a de la violence dans les banlieues, c'est parce qu'il y a une situation de crise. S'il y a une situation de crise, c'est parce qu'une partie de notre expliquez ça à ceux qui sont en banlieue et qui décident, eux, de travailler et de faire en sorte de s'en sortir. Expliquez ça à ceux... Une partie de notre population est exclue. Expliquez ça à ceux qui sont en banlieue et qui décident de s'en sortir en travaillant, en lisant. Là, ce que vous faites, vous êtes en train d'être dans l'excuse permanente, de considérer que parce qu'on vit en banlieue, que parce qu'on est pauvre, on part en Syrie ou alors on va devenir un casseur. Vous vous rendez compte du discours que vous tenez? Monsieur, le discours que je tiens, et là où vous m'entendez mal, et en plus vous me coupez la parole, c'est que je suis en train d'expliquer que tout simplement, il y a des jeunes qui sont exclus aujourd'hui. Benjamin, Marine et Jade, vous êtes ici dans Parole de jeunes, vous prenez la parole rarement, je crois, à la télévision. On a l'occasion et on est ravis de vous recevoir. Donc débattez en toute sérénité et c'est pas grave si on vous coupe la parole, ça arrivera longtemps, je vous promets, plusieurs fois même. Le pitch, il est simple, c'est qu'en fait, on a des jeunes qui sont exclus de tous les systèmes. Vous savez ce que c'est la situation en banlieue? Vous allez à Aulnay, vous allez à la Courneuve, vous allez à Drancy, vous allez voir les jeunes qui sont là, qui n'ont, bien évidemment, parce que moi, monsieur, j'ai défendu les gens du voyage, et donc j'allais dans des quartiers qui étaient chauds. Je pense qu'on a compris. Je pense qu'on a objectivement compris. Simplement, pourquoi c'est abaissé à 16 ans? C'est parce que c'est sur la tranche des 16-18 ans que le nombre de délinquants mineurs est le plus important. C'est pour ça que le débat est sur cette question-là. Bien sûr. Autre élément. Non, le débat est sur cette question parce que François Fillon ne sait pas se placer par rapport à l'extrême droite et qu'il est obligé de faire le jeu de l'extrême droite, chère madame. Je pense mais François Fillon n'a que des idées politiciennes. Le vrai débat, il est d'aider les jeunes qui sont exclus. J'aimerais terminer. Allez, là, on a fait les idées politiciennes. Je pense qu'on a bien compris. Maintenant, partons un peu sur un peu plus de fond et de réflexion. Alors, ce qui, moi, m'interpelle sur cette proposition, c'est qu'elle revient sur ce qui a été fait durant le quinquennat. Et notamment la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle, qui avait été largement portée par Christiane Taubira. Ce qui est embêtant, c'est que durant tout le quinquennat, on a essayé d'approcher la délinquance des jeunes plus sur une approche éducative, compréhensive que répressive. Et que là, en fait, on assiste à un tournant très fort qui revient vers la répression. Lorsque, d'ailleurs, le tribunal correctionnel de l'enfance a été supprimé le 1er janvier de cette année, c'était justement pour considérer que la réponse pénale n'était pas la meilleure réponse. Pour vous donner quelques chiffres qui vont permettre aussi d'éclairer un peu ce débat, on se rend compte que sur la délinquance des mineurs, à partir du moment où ils sont emprisonnés, c'est les cas où il y a eu emprisonnement, où il y a le taux le plus important de récidive. Ce qui n'est pas du tout le cas en revanche lorsqu'on a des mesures d'accompagnement, des mesures beaucoup plus pédagogiques. Évidemment, les cas sont multiples, évidemment la délinquance a évolué, mais en revanche, si elle a évolué, elle n'a pas tellement augmenté sur les 30 dernières années. On a une certaine continuité du nombre de délinquants mineurs sur les 30 dernières années, ce qui veut dire qu'on peut peut-être envisager d'adapter les réponses comme l'a fait le dernier quinquennat et non pas aller vers plus de répression. Avec succès, selon vous, le dernier quinquennat, oui, vu ce qui est en train de se passer? Alors, là, on est sur une crise très particulière qu'on va aborder ensuite. Et effectivement, durant le quinquennat, il y a eu cette crise urbaine-là. Il y a eu d'autres crises rurales, notamment à Sivens, Nuit debout, des choses comme ça, où il y a eu une opposition avec les forces de l'ordre. Et qui, selon moi, est révélatrice, si on prend un peu de hauteur et si on réfléchit un peu sur le long terme et sur l'histoire, justement, d'une défiance et d'une espèce de rupture avec les pouvoirs publics assez large, mais je ne pense pas que ça soit l'échec des politiques envers la délinquance, envers la délinquance des jeunes du quinquennat. Ou si c'est l'échec des politiques, c'est l'échec de tous les politiques. Oui, je ne pense pas qu'on puisse le prendre sur 5 ans, et si on prend les émeutes de 2005, on était dans des situations largement pires, et au contraire, là, on a plutôt un climat d'apaisement. Et pourquoi vous n'êtes pas forcément d'accord sur l'abaissement de la majorité civile et civique à 16 ans? Parce que ce serait le même souci de cohérence. Pourquoi vous n'y êtes... Alors, Jade, vous n'y êtes pas favorable? Est-ce que c'est votre cas? Je vois pas quel est le débat en fait. Je vois pas à quoi ça sert d'abaisser ou d'élever le niveau de la majorité. De permettre aux moins de 18 ans de voter.
Ce que je constate simplement, c'est l'une des propositions de Jean-Luc Mélenchon qui est favorable à l'octroi du droit de vote à 16 ans. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de notre population qui est exclue et donc une partie de notre population qui souffre. Et donc une partie de notre population qui s'exprime avec les moyens qu'elle a et parfois ça passe par la violence. C'est tout ce que je constate aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle j'explique que lorsque François Fillon propose d'abaisser la majorité pénale à 16 ans, je trouve ça totalement ridicule. Encore une fois, je vous le répète, pourquoi pas 12 ans? Pourquoi pas réouvrir les bagnes pour enfants? On a compris. Juste sur la majorité, 16 ans? Moi, je pense qu'il peut y avoir une piste de réflexion. Ça fait partie de ce qu'on peut évoquer pour renforcer la citoyenneté. Pourquoi pas? Ça sert à quoi de renforcer la citoyenneté? Ça veut rien dire ce que vous dites, monsieur, pardon. Mais ça veut rien dire, on va baisser l'âge de la majorité pour renforcer la citoyenneté. Juste réfléchissez à ce que vous venez de dire. C'est simplement rentrer dans le processus démocratique plus en avant, c'est responsabiliser les jeunes plus en amont. Il y a toute une réflexion qui a été engagée sur cette thématique-là. Mais les gens ne s'intéressent plus à la politique parce que justement on n'a pas de projet à leur proposer aujourd'hui. C'est un des éléments qui fait parce que vous pensez que si on donne plus la parole aux jeunes, eux ils vont plus s'intéresser à la vie publique. Mais pas du tout. Non, il faut créer un projet. Et ce projet c'est l'Europe. Pour moi c'est le seul projet aujourd'hui à faire, c'est tout. Est-ce que je peux répondre d'un mot? Vous avez du travail pour intéresser les jeunes. Malheureusement, je suis le seul européaniste aujourd'hui sur cette table et je constate que le seul, je ne crois pas. Ce que je constate, c'est que malheureusement, les personnes avec lesquelles vous n'allez pas vous attribuer tous les mérites. Attendez, Benjamin Duhamel vous répond. Je réponds juste d'un mot, comme je suis mis en cause. Je pense que ça peut être utile. On voit aujourd'hui que les jeunes ne votent pas, que la majorité des jeunes qui votent pour le Front National. Dire qu'à partir de 16 ans, on pourra voter. J'ai pas la solution, je prétends pas avoir la science infuse. Je pense que ça peut être une idée, comme aussi le vote obligatoire peut être une idée. Voilà, je pense que ça fait partie des pistes pour faire en sorte d'avoir une citoyenneté. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui me demandent, alors je suis désolée, mais vous pouvez le donner, votre âge? 24. 24 22. 22 et 25. 25. Donc il y a 16 ans, c'est dépassé depuis déjà très longtemps. On vous aurait donné cette majorité civile et civique, ça n'aurait rien changé pour vous à 16 ans. Moi, ce que je veux, vous n'auriez pas aimé, vous qui êtes tellement impliqué, on le voit ici ce soir, lui de Guillaume-Matignon, voter, vous impliquer davantage? Mais non, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui a un projet pour la France et pour l'Europe. Et aujourd'hui, personne ne l'a. C'est tout ce que je constate. Je voudrais simplement rajouter que, parce qu'à Terra Nova, justement, on a eu une grande réflexion sur l'engagement de la jeunesse dans le processus démocratique, que ça peut être une piste de réflexion, mais qu'effectivement, il faut qu'elle soit accompagnée de toute une série de dispositifs qui permettent de sensibiliser la jeunesse au processus politique plus en amont et qu'effectivement... Madame, vous parlez trop dans les livres. Il n'y a pas de proposition civique, morale. Alors je vais vous dire, ça tombe bien parce que Terra Nova, on est spécialiste en termes de propositions, donc j'en ai une quinzaine à peu près sur le renouveau démocratique de la jeunesse. Donc réellement, non, ce n'est pas de la politique politicienne, au contraire, on fait du fond chez Terra Nova, c'est l'objectif. On fait du fond et on travaille sur l'Europe puisqu'on est européaniste. Voilà, c'est dit. On va passer à un autre sujet à présent, l'affaire Théo, qui a réouvert brutalement une fracture qui était toujours ouverte entre une partie de la jeunesse et des forces de l'ordre, une défiance mutuelle qui s'exprime parfois, et c'était encore le cas tout à l'heure à Bobigny, par des violences que les responsables politiques ont vraiment beaucoup de mal parfois à comprendre et surtout à apaiser. On voit tout cela avec Julie Hulin. Manifestations, jets de projectiles, voitures brûlées. 12 ans après les émeutes de 2005, les pouvoirs publics semblent toujours aussi démunis pour apaiser les relations entre des quartiers populaires sous tension et des policiers impuissants. En ligne de mire, les fameux contrôles d'identité, point de départ de nombreux conflits. En 2012, François Hollande s'était engagé à lutter contre les contrôles au faciès, avec l'annonce de la délivrance d'un récépissé. Il a finalement été abandonné face à l'hostilité des syndicats de police. Cette semaine, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a annoncé le déploiement de 2600 caméras mobiles portées par les policiers lors des contrôles d'identité. Beaucoup appellent également au retour d'une police de proximité. Mise en place en 2000 par le gouvernement Jospin, elle avait été supprimée par Nicolas Sarkozy 3 ans plus tard. Signe d'un malaise profond, la France est aujourd'hui le pays d'Europe où la confiance de la population dans sa police est la plus faible. Voilà, et depuis l'affaire Théo, ici et là, les tensions restent vives. Jusque-là, peu évoquées quand même par les candidats à la présidentielle, la question des quartiers sensibles s'est invitée à percuter la campagne présidentielle. Tout d'abord, quel est votre regard sur les derniers jours qui se sont écoulés, au-delà de l'affaire Théo, sur ces tensions, ces violences, Jad Zahab? Dans un premier temps, je crois qu'il faut rappeler que la violence n'est pas la solution. La famille de Théo qui a été interpellée n'a pas souhaité que le problème se règle par la violence. Ensuite, deuxièmement, je crois qu'on est dans un contexte où l'ensemble des forces de police et l'armée sont déployées sur le territoire français pour nous protéger. Il y a quelques mois, on s'en souvient tous, on défilait dans la rue, on embrassait des policiers, on embrassait des militaires. Donc je crois qu'il faut leur rendre hommage. Ensuite, il y a le problème de la considération et des relations entre les forces de police et les jeunes. Marine disait tout à l'heure que ça révèle peut-être une défiance de ces jeunes envers les pouvoirs publics. Je crois aussi et surtout que la façon de travailler et la façon dont on pourra résoudre le problème, c'est en
en réinvestissant, en investissant dans l'État, dans les services publics. Donc, si je devais être un peu synthétique, la violence n'est pas la solution, il faut du respect entre les jeunes et les forces de police. Et ensuite, je crois que l'État peut répondre en investissant dans les services publics, dans la culture, dans l'école. Je crois que pauvre est une nation qui n'investit pas dans la culture. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais je crois que dans un premier temps, la violence ne résout rien. Alors peut-être qu'ici, ça nous semble une banalité. La famille de Théo ne le souhaitait pas et je crois que si on veut pouvoir avancer dans ce problème-là et si l'État veut pouvoir réinvestir dans ce domaine-là, il faut que nous puissions le faire de manière apaisée. Même question, Marina Tané, et si vous deviez décrire ce climat, cette relation entre une partie de la jeunesse et de la police, quel mot vous utiliseriez ? Je pense que le mot juste, c'est défiance mutuelle. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un conflit géopolitique des deux côtés. Effectivement, on va avoir une partie de la jeunesse, et je voudrais préciser que ce n'est pas forcément que la jeunesse des banlieues, qu'on a connu ces situations-là en zone rurale. Donc ce sont des populations plutôt défavorisées, qui vivent un certain isolement socio-économique, et qui sont dans une conflictualité particulière, et qui du coup vont aborder les forces de l'ordre, comme les représentants du pouvoir public et de l'État, avec une défiance. De l'autre côté, on a également des forces de l'ordre, et particulièrement dans ces brigades, donc ces brigades de terrain, ces BST, on a des forces de l'ordre où on a eu des gendarmes, des policiers affectés qui sont très jeunes, qui manquent d'expérience, qui manquent de formation, et qui eux aussi se retrouvent sur des zones conflictuelles relativement difficiles, et qui finalement ont un sentiment également de méfiance. Et c'est bien ces deux points du rapport de force, je trouve, qu'il faut évoquer. Effectivement, il faut prendre en compte la question et la difficulté du phénomène socio-économique en banlieue, mais je pense aussi qu'il faut s'intéresser et ne pas aussi occulter les problèmes, la violence, le trafic, l'islamisme rampant et tout ce qui s'y passe. Mais moi, je voudrais plutôt prendre l'angle d'attaque aussi sur la police. Terra Nova avait fait un rapport intéressant là-dessus qui s'appelait Population et police. Absolument. Elle a raison de mettre en avant son travail, oui, allez-y. Donc, qui s'appelait Population et police vers une relation de confiance. C'était en novembre dernier, ça tombe plutôt bien. Et en fait, ça pointait du doigt plusieurs angles de travail dont j'ai parlé avec vos collègues du Sénat tout à l'heure d'ailleurs, les forces de l'ordre du Sénat, qui aussi trouvent ça intéressant. Et notamment le fait qu'il faudrait améliorer la formation et l'affectation des policiers. C'est un point très important. C'est ce que les policiers disent. Hein, les syndicats de police, absolument. Voilà. Les syndicats de police soutiennent cette proposition-là. Même question, et une question subsidiaire. D'abord, c'est votre regard. Louis de Guillaume-Matignon et Benjamin Djamel. Comment, selon vous, les médias on traite cette affaire ? Est-ce qu'il y a une forme de stigmatisation de la banlieue qui reste synonyme d'insécurité sur le rôle de la police, l'immigration, etc. Est-ce qu'il y a une vision tronquée des médias ? Quel est votre regard, vraiment en toute liberté, Louis de Guillaume-Matignon ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir quel est le regard que portent les médias. Le débat est de savoir ma question. Pourquoi est-ce qu'il y a des tensions. Non, si vous pouvez y répondre, ce serait bien. Et après, vous répondez à la vôtre. J'ai du mal à répondre parce que je ne saisis pas le sens de votre question. La question, c'est... Moi, je l'ai saisie, donc je peux répondre. Vas-y. Moi, je pense que non, les médias... Vous faites un numéro, en fait, tous les deux. Allez-y, Benjamin. Non, moi, je pense pas que... On a souvent entendu, en 2005 aussi, un certain nombre de personnes qui disaient c'est parce que les médias sont en banlieue que des voitures brûlent. Je pense pas. Je pense que là, on est dans un conflit, et Marine l'a très bien dit, avec une défiance mutuelle, avec une forme d'ambivalence. D'un côté, on aime les policiers en janvier 2015, Renaud dit j'ai embrassé un flic, et de l'autre, il y a des comportements qui sont absolument inqualifiables. Et je pense que les médias là-dedans... donne la parole à tout le monde. Il y a un envoyé spécial ce soir sur une chaîne concurrente que je ne citerai pas, ou qui donne la parole à la famille de Théo, aussi aux policiers. Il y a des reportages de fond qui vont dans les banlieues voir comment ça se passe. Moi, simplement, ce que je voudrais dire, il y a des faits qui sont inqualifiables. S'ils sont avérés, alors après, c'est pas à nous de nous faire procureur ou juge. Hein. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que par rapport aux policiers, il faut, comme l'a dit Jade, reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un état de tension qui est très fort. On a beaucoup entendu le pas d'amalgame, vous savez, pendant les attentats. Ben, moi, je pense que le pas d'amalgame, il doit aussi s'appliquer aux policiers. C'est pas parce que 5 policiers qui sont peut-être des criminels, qui peut-être seront jugés en cour d'assises, doivent représenter toute une profession qui nous défend. Et quand on voit une partie de la gauche qui aujourd'hui dit CRSSS, un bon flic est un flic mort, ou alors le tract de la CGT, et ben ces gens-là, et c'est une partie de la classe politique qui, je pense, participe à la défiance entre les citoyens et les policiers, et qui, d'une certaine façon, sont les complices de ces émeutiers qui sont évidemment... Alors, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut commettre des actes inacceptables. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser. En revanche, je crois qu'il faut aborder la question de la police vraiment... prendre part à cette question-là et pas seulement dire il faut des moyens, il y a un manque de moyens. C'est une réalité, mais à côté de ça, je pense qu'il faut revoir plus en profondeur, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce rapport, en vraiment tenant compte de quelle est la formation, quelle est l'affectation, mais aussi voir des mesures précises pour comprendre comment fonctionnent, quelles sont les représentations aussi de ces policiers en France. Le récépissé de contrôle d'identité, par exemple. Ça fait partie des propositions, mais qui est défendue par le défenseur des droits également, et qui peut être une piste de réflexion, qui est une proposition concrète, opérationnelle, là, et qui fait également partie des points sur lesquels on peut réfléchir.
C'est pas la solution miracle, mais c'est quand même une manière d'avoir un peu une continuité et de voir ce qui est fait. Après, ce dont on parle chez Mademoiselle, c'est d'essayer de la réglementation. Je pense qu'il y a tout un effort. On évolue. C'était Madame, ça devient Mademoiselle. J'ai peur que vous allez dire après. Vous avez eu des informations pendant la... Ce dont on parle, c'est quoi? C'est qu'il y a des jeunes qui, dans les banlieues, font le bazar, sont parfois violents. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de la police? Tout simplement, il faut parler de ces jeunes qui sont exclus, encore une fois. C'est la seule chose qui soit importante. Mais non, mais si vous réglez le problème à la base, il n'y aura plus ces tensions. Vous avez parlé, vous dites qu'aujourd'hui, il y a des choses dans les zones rurales, etc. Mais non, mais chaque année, il y a des violences. Chaque année, il y a des violences dans les banlieues. Chaque année, ça pète tout le temps, que ce soit. Mais dans les zones rurales aussi, un manifestant est mort. Je ne pense pas que ça soit un cas qu'on puisse laisser de côté. Surtout dans les banlieues. C'est quelque chose de relativement nouveau dans les zones rurales, notamment pour Notre-Dame-des-Landes. Mais en réalité, c'est surtout dans les banlieues. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des gens, on a une partie de notre population française qui est exclue. Elle est exclue parce qu'elle est différente. Mais c'est pas simplement les banlieues. Je pense que là, c'est une erreur. Il faut une approche. Non, madame. Excusez-moi, mais chère madame, la majorité des gens qui aujourd'hui subissent des infractions. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous condamnez les émeutes qui ont suivi les manifestations de soutien à Théo? Est-ce que vous les condamnez, ces violences? Bien sûr. Et maintenant, je vais vous en poser une. Est-ce que vous condamnez le fait qu'aujourd'hui, un arabe, un noir, il ne peut pas avoir accès au travail, que personne ne va le regarder, qu'aujourd'hui, il soit ostracisé? Non, Louis de Guillaume-Matignon, essayons d'avoir un débat équilibré. C'est bien que vous ayez une parole libre sur ce plateau. Attendez, messieurs. C'est bien que vous ayez une parole libre sur le plateau. C'est mieux si elle est quand même attendée, réfléchie, pensée. Parfois, il faut un peu réfléchir avant de parler et on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je voulais vous demander, plus généralement, si vous aviez une proposition concrète, vous avez un petit peu cité les propositions qui sont sorties de votre rapport, une proposition pour peut-être pas pacifier, mais apaiser les tensions. Quelle serait cette proposition, Jad Zahab? Écoutez, je pense que ce que je vais proposer, ça va vous sembler un petit peu déconnecté de ce qu'on vient de dire. Je crois qu'en complément de ce que vient de dire Marine pour le travail du côté de la police, j'essaye de prendre le parti justement de ces jeunes et je pense que il y a un travail à faire sur l'accompagnement scolaire, parce qu'effectivement, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on est dans ces zones-là, on est condamné à la violence. En revanche, peut-être qu'on peut travailler, mieux former les professeurs qui sont dans ces zones-là. Et je pense que c'est complémentaire à la réforme du point de vue des policiers, etc. Je pense que c'est... moi, une proposition, c'est à ma modeste contribution, je pense qu'il faudrait réfléchir au retour de la police de proximité. C'est ce qu'on a entendu chez un certain nombre de policiers, aussi un certain nombre de jeunes de quartier qui expliquent, vous vous souvenez, ça avait été supprimé par Nicolas Sarkozy qui disait en gros les policiers ne sont pas là pour faire des matchs de foot avec les jeunes. Bah si, pour une raison très simple, c'est que quand vous avez un policier que vous connaissez, que vous voyez tous les jours, qui contrairement à aujourd'hui ose rentrer dans des cités, alors qu'aujourd'hui on voit que c'est une sorte de no-go zone où ils ne peuvent pas rentrer, et ben là il y a un lien de confiance. Ça ne veut pas dire que le policier est ton ami ou est votre ami, parce qu'il faut vous voyez. Mais simplement, ça veut dire qu'il peut y avoir un lien de confiance et qu'à ce moment-là, on est susceptible de faire baisser d'un cran la tension. Je crois que vous allez être d'accord pour conclure cette émission, Louis de Guillaume-Matignon, sur cette proposition. Non, mais je suis d'accord avec Jade. Je pense qu'il faut, accentuer les mesures scolaires. Je pense qu'il faut prendre davantage en main les jeunes générations. Et je pense qu'il faut avoir un projet qui nous unisse et un projet qui nous fasse regarder au loin. Et je pense que l'Europe peut être ce projet. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet qui nous rassemble. À part le foot, qu'est-ce qui nous rassemble? Quel est le moment? Avant, nous avions le service militaire. Aujourd'hui, quel est le moment dans lequel, aujourd'hui, les Français se rassemblent? Citez-moi juste un moment, à part le football. Juste un moment. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un projet qui puisse nous rassembler et qui puisse nous fédérer. Ce projet, c'est l'Europe. Encore une fois, ces jeunes qui sont dans les banlieues, ce sont des gens qui sont exclus. C'est un projet, une idée que vous défendez. Et ça, c'est toujours bien de défendre ces idées. C'est ce que vous faites tous les jeudis, vous et d'autres. On est toujours ravis de vous recevoir avec une liberté de parole et de ton qui est la vôtre. Merci, cher monsieur. Merci à vous tous. À vous. La suite de votre émission à suivre, c'est le match des idées qui opposera dans quelques instants l'auteur et académicien Jean-Marie Roire à Jean Birenbaum, journaliste et essayiste. Au programme, le face-à-face inédit entre le temps politique et la procédure judiciaire dans l'affaire Fillon. Et puis la polémique et le positionnement politique d'Emmanuel Macron. A tout de suite, restez avec nous. On est dans le même scandale que celui de l'amiante. 5e port d'Europe, Le Havre est au cœur des échanges mondiaux. Sur les quais, l'explosion du trafic maritime depuis les années 1950 a ébranlé l'une des dernières grandes familles ouvrières de France. La toxicité grandissante des cargaisons a mis la vie des dockers à l'épreuve. Me mouche le nez après ma douche, j'ai encore du soja dans le nez, dans la bouche, j'en ai dans les yeux. Après on sait qu'il y a des pesticides et tout ça, beaucoup de produits qu'ils mettent dedans, on sait pas les quantités. Les premiers bateaux de ciment qu'on a fait il y a une vingtaine d'années, on descendait comme ça, on n'avait même pas un mulot, on n'avait même pas de gants, on n'avait rien. On s'en foutait complètement à la J. Donc le bateau il est fait. En France, les dockers meurent 10 ans plus tôt que les autres travailleurs. Les dessous de la mondialisation, samedi à 21h30 sur Public Sénat. Et vous êtes géniaux, parce que si tout le monde faisait ça... Hein, c'est vrai ?
eh bien ça marcherait bien mieux. Sophie est mère de Blanquefort-sur-Briollance. Cette jeune mère de famille est une femme politique engagée au quotidien pour sa population. Le programme, il est toujours affiché là. C'était vraiment le document qui a été distribué chez tout le monde. Maintenir une structure scolaire dans la commune, donc ça s'est fait. Les réunions publiques où chacun pouvait donner son avis. À mi-mandat, on a pratiquement tout fait. C'est vous la France, dans les pas de Sophie Gergovitch, dimanche à midi sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent et analyser en fait cette campagne présidentielle dans tous ses états. Il y a le spectre des affaires qui plane sur le candidat Les Républicains et puis la polémique déclenchée par Emmanuel Macron et ses propos qui n'en finissent plus de susciter un tollé, notamment sur la colonisation, mais il y a également d'autres propos dont nous allons parler. Et pour évoquer ces sujets, nos invités ce soir, l'académicien, auteur, journaliste Jean-Marie Roire, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Jean Bérenbaum, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, directeur du Monde des Livres, également essayiste. Messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, on va dérouler le fil de cette journée avec notamment la décision, ou en tous les cas le communiqué du parquet national financier et cette affaire Fillon. Pas de trêve judiciaire pour François Fillon. Dans un communiqué mis en ligne ce matin, le parquet financier exclut un classement sans suite. Il va donc poursuivre ses investigations. Les magistrats estiment que les enquêteurs ont rassemblé assez d'éléments pour prolonger l'enquête sur les emplois d'assistants parlementaires occupés par l'épouse du candidat et 2 de ses enfants. Avec cette publication, le PNF répond aussi sur le terrain médiatique aux avocats de François Fillon qui contestent sa légitimité et conservent leur ligne de défense. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce communiqué, c'est que le parquet national financier considère qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour poursuivre, il n'y a pas de poursuite engagée contre François Fillon, il n'y a pas de mise en examen de François Fillon, et en l'état, ce communiqué n'apporte absolument rien de nouveau. François Fillon a lui aussi riposté sur Twitter. Il déclare qu'il s'en remet désormais au seul jugement du suffrage universel, une manière de dire que même en cas de mise en examen, il pourrait quand même poursuivre sa campagne. Les affirmations du parquet financier indiquent que de nouvelles auditions pourront avoir lieu dans cette enquête préliminaire. À ce jour, le parquet a 2 options, un renvoi immédiat de François Fillon devant les tribunaux correctionnels ou l'ouverture d'une information judiciaire. Voilà, et c'est une situation inédite, une incertitude totale à l'approche du premier tour de la présidentielle. Un candidat, François Fillon, avec une épée de Damoclès judiciaire au-dessus de la tête, qui a décidé de l'ignorer pour, dit-il, Jean-Marie Roire, se soumettre au suffrage universel, au choix des Français. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de ce candidat, malgré tout ? Évidemment, ce n'est pas une situation enviable, mais en même temps, on peut être choqué par la position des juges. Moi, je trouve que ce n'est pas aux juges de décider qui doit être président de la République. Parce qu'il faut voir le nombre d'erreurs, quand même, qui ont été commises par les juges. Prenons un exemple qui n'est pas si lointain. Nicolas Sarkozy, qui a été mis en examen un nombre invraisemblable de fois, et qui, à chaque fois, a eu un non-lieu. Donc, c'est quand même très, très grave. On intervient en pleine campagne électorale pour dissuader les électeurs, pour éliminer, finalement. Et ce n'est pas aux juges. Les juges, mais il faudrait quand même ne pas oublier que les pouvoirs des juges ne doivent pas être le pouvoir. Nous ne sommes pas dirigés par les juges. Nous sommes dans une république et je trouve que, en effet, François Fillon a été peut-être un peu imprudent en disant que s'il était mis en examen, il se renoncerait. Moi, je crois qu'il est revenu au bon sens. Il est revenu au bon sens parce que quand on voit l'histoire des 10 dernières années, on voit à quel point beaucoup de gens ont été mis en examen et finalement, il y avait un non-lieu et ils auraient pu être complètement écartés du débat politique. Ce que vous dites, cette petite musique, Jean Bérenbaum, c'est vrai, le pouvoir des juges par rapport à une exigence démocratique qui veut qu'un candidat qui a la légitimité populaire de la primaire puisse se présenter. Qu'est-ce que vous pensez de cette dualité ? Je pense que les juges, là, ils font leur travail comme ils font leur travail dans tous les autres dossiers. Ils ne vont pas s'arrêter de travailler juste parce qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est candidat à une élection. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez épouvantable et effrayant dans tout ça, en fait. Je crois qu'on a tous des échos sur le fait qu'à l'étranger, la France est de plus en plus la risée des nations parce que dans plein d'autres pays, les choses se seraient arrêtées depuis longtemps pour ce candidat. Ce candidat qui lui-même a dit il n'y a pas très longtemps, avait dit, vous savez, parce que tout remonte et on voit sur les réseaux
réseaux sociaux. C'est ça qui est aussi épouvantable, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'il fait une déclaration, dès qu'il parle en direct, au moment même où il fait ses discours, tout est absolument et chaque phrase et lui revient comme un boomerang, en plein visage. Tout le monde est là à tweeter, à Facebooker, etc., dans tous les sens, et sa parole n'est plus audible. On a publié, nous, dans le journal, dans Le Monde, des enquêtes et des reportages sur des élus qui ne veulent plus le recevoir, l'incapacité qu'il a, et tous ces élus qui disent non, c'est les vacances scolaires, je pourrais pas, non, j'ai un rendez-vous très difficile à déplacer. C'est une situation quand même très dur, non seulement pour Fillon, épouvantable pour un certain état de la démocratie, mais très dur pour l'avenir politique, parce que de fait, vous savez, c'est cette phrase d'un auteur que vous aimez, Jean-Marie Roire, je le sais, Georges Bernanos, qui dit « Nous demandons pour nos fils un autre général que le général moindre mal ». Et quelque part, beaucoup de gens étaient allés à la primaire de la droite en se disant « On ne veut pas d'un général moindre mal, on en a marre de toujours aller vers un général moindre mal ». Et aujourd'hui, on est sur un général du pire qui se présente et qui prépare peut-être le pire. Non, je crois qu'il faudrait analyser les raisons pour lesquelles, en effet, cette démocratie d'opinion agit énormément à l'encontre de Fillon. Je crois que c'est la tradition française de voir l'homme providentiel, et à un moment, Fillon a représenté l'idéal politique. Ça a été formidable pendant quelques semaines, là, ça a été vraiment l'homme qui comblait tous les vides. Il y avait à la fois sur le plan moral, sur beaucoup de plans. Qui est une déception, c'est une chose, sur un aspect assez véniel. On ne peut pas dire que ce soit une affaire extrêmement grave dans l'histoire de la République. Pardon, mais il y a eu des choses un peu plus graves. Je pense à la cassette mairie. On ne peut pas dire que les juges aient montré beaucoup d'obstination pour essayer de savoir où était passée cette cassette mairie. Donc, sur les juges, il ne faut quand même pas exagérer non plus sur la probité des juges. Vous ne croyez pas que les juges peuvent être téléguidés ? Vous êtes vraiment naïf quand même. Vous savez très bien que les juges... On ne va pas trancher sur les juges, mais peut-être, on dirait que vous êtes en train de dire qu'il y a un moment, peut-être un moment de bascule, et je vous pose la question, Jean Bérébaum, à partir duquel certains citoyens, électeurs de droite, mais pas seulement, vont se dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'acharnement ? Je vais vous montrer la une, si on peut la voir, de Libération demain, puisqu'il y a eu en fait 15 jours quasiment de révélations d'éléments à la une des journaux. On va la voir, elle va arriver, et c'est Libération qui titre, la voici, Petit business entre amis. Alors que la justice a décidé de poursuivre les investigations, Libération a enquêté sur les juteuses conférences de Fillon, que Fillon a données à l'étranger entre 2013 et 2016 via les réseaux de deux de ses proches. Bon, c'est à lire demain dans Libération, nous n'avons pas encore les éléments. Mais est-ce qu'il peut y avoir ce moment où certains vont se dire trop c'est trop peut-être, malgré des éléments ? Et vous savez, c'est comme ça toujours sur Cahuzac, il y avait les mêmes arguments à chaque fois, quelles que soient les affaires ou ce qui se passe. Je me souviens d'un dessin comme ça à la une du Monde où Plantu, parce que c'était juste au lendemain d'une affaire où les policiers israéliens étaient allés arrêter le président israélien qui était soupçonné, et donc Plantu avait fait un dessin comme ça où on voyait les juges qui allaient à l'Élysée et le président qui ouvrait en disant mais qu'est-ce que c'est que ça vous... Enfin les policiers ils disaient mais vous croyez en Israël ici? Bon, non, ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis ou dans d'autres nations, en Angleterre, etc., où les choses peuvent aller beaucoup plus loin. Où c'est beaucoup plus violent. Et où ça peut être beaucoup plus violent. Et aujourd'hui, en France, ce qui se passe, c'est que là, vous avez dit c'est un acharnement, mais vous avez dit ce sont 15 jours de révélations. Ce sont des révélations. Donc quand il y a des révélations, des informations qui sont données, une enquête qui est ouverte, etc., à un moment donné, le réflexe c'est de se dire c'est les journalistes qui s'acharnent, c'est les juges qui s'acharnent, etc. Mais le problème, aujourd'hui, il n'est pas celui-là. Il est que chez les amis de François Fillon, chez les soutiens de François Fillon, chez beaucoup d'électeurs ou de soutiens à la base de François Fillon qu'on connaît, qu'on rencontre un peu partout, on voit bien qu'il y a une déception qui est à la mesure de l'attente qui était la sienne. Alors vous pouvez dire c'est la faute des juges, c'est la faute des journalistes, etc. Tout le monde se réfugie là-dedans en ce moment. Non, en ce moment, ce qui se passe, c'est que les électeurs potentiels, les soutiens, les militants qui soutenaient François Fillon sont très déçus. Peut-être que les emplois, on ne sait pas si c'est fictif ou pas, mais les dégâts, ils sont réels. Ah, les dégâts sont réels, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est à la hauteur de l'espoir qui était placé dans Fillon. Mais quand même, pour revenir à cette question des juges, c'est quand même bizarre. On sait très bien qu'il y avait 100 parlementaires, d'ailleurs de tous les partis, qui faisaient travailler leur famille. Donc, c'était pas complètement... Est-ce que c'était légal, est-ce que c'était pas légal? C'est un peu illicite. Mais alors, pourquoi est-ce que les juges ne se sont pas préoccupés? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'ils attendent le canard enchaîné? Ils sont si peu au courant de ce qui se passe. Ça me paraît un peu bizarre que justement, ce soit le canard enchaîné. À mon avis, à partir du moment où rien ne va plus, c'est-à-dire que on a décidé, un certain nombre de mois avant dans la campagne électorale,
je crois qu'il ne faut pas faire venir trop d'interventions, parce qu'avec ce système, on pourrait voir les uns après les autres tous les candidats. Mais expliquez-nous, c'est-à-dire que dans votre esprit, il faudrait qu'il y ait une parenthèse, quasiment, une parenthèse, une bulle autour de l'élection, alors je ne sais pas combien de temps avant, et justement pour préserver les candidats. Pour ne pas qu'il y ait un risque d'intervention du pouvoir judiciaire. Écoutez, vous avez bien vu le mur des cons. Bon, vous savez bien ce que c'est que le mur des cons. Est-ce qu'il y a une sanction contre le mur des cons? Il n'y a eu aucune sanction. Et ce qui est frappant, c'est que vous connaissez beaucoup de condamnations de magistrats. Il y en a très rare, parce que ce sont les magistrats qui se jugent. Ça, c'est formidable, mais c'est pour ça que c'est un pouvoir qui est dangereux. Pour prendre un élément. Mais ça va devenir un débat sur les juges, en fait. Un débat sur la place des juges. La dictature des juges, en France. Non, mais justement, restons sur l'aspect un peu plus, j'allais dire, sur la démocratie. Tout simplement, notre démocratie, c'est vrai que ce temps politique face à l'agenda judiciaire, c'est inédit. C'est dans un mouchoir de passe. On est dans une course contre la montre. Jamais ça ne s'est vu. D'autres non. Nicolas Sarkozy l'a connu à sa manière. Il y a beaucoup de gens. Quel résultat? Et pour quel résultat? Rien. Mais de toute façon, François Fillon a admis, il a dit voilà une erreur, il s'est excusé, etc. De toute façon, politiquement, la campagne est complètement polluée. Les déceptions des amis, de vos amis, de ses amis, de ses soutiens sont extrêmement fortes. Et donc, on pourrait toujours en permanence accabler les juges, les journalistes et plein d'autres groupes. Il se passe qu'aujourd'hui, cette campagne est complètement polluée par cette situation épouvantable d'une parole qui, de toute façon, n'est plus audible. Voilà. Et donc, c'est un problème. Les sujets de fond sont pris en otage. Attendons, parce que, à mon avis, on a entendu des réflexions de M. Macron qui vont certainement changer les choses. J'ai l'impression que la polémique déclenchée. Mais il travaille pour vous, non? Justement, la baisse. Mais moi, je travaille pour personne. J'en parle tout de suite, Jean-Marie Roire. La polémique déclenchée par Emmanuel Macron, justement après ses propos en Algérie sur la colonisation qualifiée de crime contre l'humanité. Le candidat, toutefois, s'est expliqué tout à l'heure. Et pour être complet dans notre débat, je vous propose d'écouter une partie de ce message vidéo qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Dire que la colonisation a entraîné la négation du peuple algérien, que cela a produit une guerre qui n'était pas digne de la France, parce que des actes inhumains, de la barbarie, de la torture ont été commis, qu'elle a brûlé irrémédiablement l'âme de milliers de jeunes soldats français. À tous nos anciens combattants, je veux ici dire, vous êtes nos enfants, les enfants de la France, les enfants d'un État qui doit assumer ses responsabilités. Mes propos n'étaient pas destinés contre vous, en rien. C'était simplement reconnaître une responsabilité de l'État français. Et nous ne devons pas nous dérober. Voilà pour sa mise au point. Il n'emploie pas de nouveau le mot crime pour l'humanité, mais est-ce que cela est suffisant, Jean Birnbaum, mais qu'est-ce que vous pensez de cette position et surtout de ces déclarations? Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ont souligné le caractère contradictoire des déclarations d'Emmanuel Macron en disant, il y a un moment dans Le Point, il a dit il y a des éléments de civilisation quand même dans la colonisation. La colonisation a apporté les richesses, les classes moyennes, la construction de l'État, etc. Puis les gens ont dit maintenant il dit que c'est un crime contre l'humanité, c'est complètement contradictoire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il met le doigt là, avec ses propos, sur un point aveugle et surtout une contradiction, une espèce de cauchemar qui hante la gauche et les gauches depuis toujours. Et quelque part, ce banquier dont on ne sait pas trop quelle est la place à gauche rejoint une position qui est assez marxiste. Parce que vous savez que Karl Marx, lui, et Engels, son camarade Engels, avaient une position qui était un peu dans le même genre de contradiction et de mouvement. C'est-à-dire, il disait, c'est horrible, ce sont des crimes, mais c'est le mouvement de la civilisation et la bourgeoisie apporte en colonisant la civilisation à ces peuples arriérés. C'était l'expression de Marx. Il y a plein de textes comme ça qui ont fait beaucoup débat. Et quelque part, ce double mouvement comme ça d'une colonisation qui serait à la fois destructrice et régénératrice, c'était les mots de Karl Marx, on le retrouve en permanence à gauche, dans une espèce de va-et-vient contradictoire, compliqué, oui, mais dans périlleux. ce va-et-vient, est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Parce qu'il y a un équilibre dans plusieurs autres déclarations de candidats, mais est-ce qu'en qualifiant de crime contre l'humanité, est-ce qu'il n'est pas allé trop loin dans ce va-et-vient, dans ce mouvement de balance, Emmanuel Macron? C'est la question que je vous pose précisément.
C'est-à-dire que la définition du crime contre l'humanité, à la fois, elle est très stricte juridiquement. En même temps, ce que des gens ont dit, c'est que, et vous voyez, même Fillon, j'ai lu un Une abomination. Ouais, il a dit c'est une abomination. Il a dit là, oui, d'accord, mais bon, lui, il voulait dire un crime contre l'humanité. Bon, dire que la torture, les destructions, les humiliations qu'il peut y avoir, etc. là-bas, sont des crimes extrêmement virulents. Et alors, l'expression crime contre l'humanité, de terme juridique, n'est pas convenable. Mais on voit bien ce qu'il a voulu dire. Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, c'est que cette petite contradiction qu'on a soulignée, elle est intéressante, elle est critiquable et en même temps elle est emblématique de toutes les contradictions de la gauche c'est intéressant, sur ces questions. Vous ne lui tombez pas dessus à bras raccourcis comme beaucoup d'autres aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, on n'est pas là pour tomber à bras raccourcis. Ce n'est pas une faute et politique et plus largement même historique selon vous qu'il a commise. Non, moi je pense pas. C'est clair. Bon, Jean-Marie Roy. C'était pour avoir moi, le fond de votre trouve pensée. Macron à la fois très sympathique, et très intelligent, mais alors là, il a fait une bourde énorme, il a fait une faute. Il ne peut pas, je crois que je suis même étonné qu'il ait pu prononcer ces mots. D'abord, ce voyage en Algérie, on se demande pourquoi il était en Algérie. Qu'est-ce que ça pouvait représenter sur le plan symbolique? C'était aller au cœur d'une tragédie française qui a laissé des blessures épouvantables. Ensuite, donner une interview. Un journal. Le déplacement, c'est presque un passage obligé pour une présidentielle. Bref. En tout cas, il aurait eu intérêt, en tout cas, à se taire et à ne pas avoir les propos qu'il a tenus. Parce que tenir ces propos-là en Algérie, parler de crimes contre l'humanité, vous savez bien, écoutez, le crime contre l'humanité, ça ramène à quoi? Ça ramène à l'Holocauste. Alors que la colonisation, dire que la colonisation, mais c'est absurde. C'est la gauche qui a lancé la colonisation sous la Troisième République. Et puis la colonisation, nous sommes nés nous-mêmes de la colonisation. Nous, Gaulois, ont été colonisés. Tout le monde a été colonisé. C'est un mouvement de l'histoire. Comme historien, qu'on puisse dire ça, qu'on puisse dire n'importe quoi, le débat, heureusement, est libre. Et c'est très bien qu'il y ait des débats agités. De la part d'un homme politique, je trouve ça absurde. Et vous verrez, il ne va pas s'en sortir. Parce que finalement, dire à la fois ça fait avancer la civilisation et à la fois c'est un crime contre l'humanité, ça ne veut rien dire. Je crois que simplement, c'est évident que ça correspond à une partie de notre histoire. On ne peut pas rejeter cette partie de notre histoire. Nous avons été un pays colonisateur, mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en effet, quand il y a eu des excès de la colonisation, quand il y a eu des crimes, il y a eu des écrivains comme Pierre-Henri Simon, comme Mauriac, comme Camus. Mais regardez la position de Camus. Regardez la position comme c'était complexe. Donc c'est tellement facile maintenant de juger les choses comme si elles étaient faciles à réaliser. Je crois que pour lui-même, pour son crédit comme futur président de la République, il a beaucoup perdu dans cette histoire. Il y a le grand débat, il y a les grands auteurs que vous citez. Jean Birmont, pardonnez-moi de vous ramener presque à la petite politique politicienne, mais beaucoup le disent. Est-ce qu'il n'a pas voulu aussi parler à un électorat? Il est en campagne présidentielle et il y a ce risque-là. Nous sommes en Algérie, on parle à un certain électorat qui peut avoir un écho avec une population immigrée ici en France. Mais il y a les fils d'Harki. Vous voyez que les enfants de Harki vont être contents d'entendre ça? C'est très compliqué parce que justement, il y a quand même eu cette première phrase où il a dit il y a des éléments de civilisation, la colonisation a apporté les richesses, l'État, la construction d'un État. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que là, il y a un opportunisme incroyable du point de vue clientéliste, comme on dit, comme vous voyez le dire. La question, effectivement, là où c'est de quelque part assez problématique, à mon sens, c'est moins dans cette espèce de mouvement contradictoire qui, justement, ne peut pas l'enfermer. Vous avez dit c'est simpliste, on ne peut pas trancher, c'est simpliste. Non, mais il dit deux choses très contradictoires, donc forcément, il n'est pas dans quelque chose d'aussi simpliste que ça. Après, il y a quand même un problème, c'est qu'en Algérie même, on sait bien que le pouvoir se sert en permanence de cet héritage de la colonisation pour masquer son incurie, sa corruption et son incapacité à mener l'Algérie plus loin qu'elle n'est. Et de ce point de vue, aller en Algérie et flatter, caresser dans le sens du poil ce pouvoir-là, ça irrite évidemment même beaucoup, enfin même et peut-être d'abord les Algériens qui en ont assez que le pouvoir ramène en permanence les choses à la colonisation pour masquer son incurie. Ça, c'est effectivement quand même un problème. Et d'autant plus qu'on attendait Macron sur un certain nombre d'ambiguïtés, d'ambivalences. Il n'était pas très clair sur de grands sujets. Et puis subitement, il aborde un sujet qui n'était vraiment pas dans un débat d'actualité, et il met les pieds dans le plat. Et vraiment, là, je trouve que comparer les deux, crimes contre l'humanité et civilisation, vous savez très bien que c'est crimes contre l'humanité qui l'emportent. Parce que ça rappelle tellement des choses abominables et ça rappelle tellement le Troisième Reich que forcément, ça transforme les Français. Et je ne crois pas que les Français
seront très heureux de se voir ramenés à des images aussi épouvantables. Et en même temps, si on veut creuser, parce qu'en vous écoutant, ça me donne à réfléchir, ce qui est intéressant, c'est Emmanuel Macron, il a quoi, 38, 39 ans, il n'est pas du tout de la génération qui a connu la guerre d'Algérie. Il est face à des gens en politique qui souvent eux-mêmes sont nés, en tout cas à gauche, à la politique pendant la guerre d'Algérie. Pas forcément parce qu'ils ont soutenu le FLN, mais parce qu'ils se sont révoltés contre la torture en Algérie, contre la sale guerre d'Algérie, etc. Et là, lui, quelqu'un de 38-39 ans, vient replonger la gauche dans les affres et dans les contradictions sur ces questions-là. Or, vous savez très bien que la gauche algérienne, quelque part, la gauche FLN, celle qui a soutenu le FLN ou qui s'est battue contre la guerre d'Algérie, et bien souvent, à son avant-garde, il y avait des anciens résistants, des gens qui disaient « Nous n'avons pas à faire en Algérie ce que nous faisons, nous, anciens résistants, nous ne voulons pas reproduire. » Cet exemple qui, évidemment, c'est incommensurable, ça n'est pas comparable, la Shoah ou l'Holocauste d'un côté, la guerre d'Algérie, mais dans la tête de ceux qui se sont battus contre cette guerre, l'épouvantail et le repoussoir et l'abjection universelle de la Shoah était omniprésent. Plus largement, qu'est-ce que vous pensez de cette, intervention elle est assez régulière, Jean-Marie Herouard, des responsables politiques sur le champ, dans le domaine historique. Alors les historiens hurlent quand il s'agit du récit national ou quand il s'agit d'autres thèmes. Est-ce qu'un responsable politique se doit d'intervenir dans ce domaine ou alors pas du tout? Quand il y touche, c'est souvent une catastrophe. S'il est français, il ne peut pas y échapper, puisqu'on ne passe notre temps à parler, vous voyez bien les déclarations de Manuel Valls, qui fait commencer la France avec la République. Pour lui, avant, ça n'existait pas. Les cathédrales, bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'était de l'obscurantisme religieux. C'était bon. Donc, Vichy, on en parle quand même énormément. Bon, et je crois que cette présence de l'histoire de France, qu'on parle évidemment, la présence de Vichy, ce que ça représente pour les Français, de ce caractère, si vous voulez, de renoncement à leur idéal extraordinaire qu'ils ont eu, des droits de l'homme, et que subitement, bon, il y a une cassure. Je peux comprendre que ça revienne. Mais c'est vrai que les Français revivent sans cesse leur histoire, et même, on pourrait dire, même par leur négation, regardez à quel point ils nient Napoléon. C'est invraisemblable à quel point on n'a jamais fêté Austerlitz, alors que tout le monde fête Waterloo, fête toutes les batailles de Napoléon. Même question, Jean Berenbaum, qu'est-ce que vous pensez justement de cette intervention sur le champ historique? Moi, je trouve ça assez culotté, audacieux et nécessaire, en fait, parce que les Hollande, d'ailleurs François Hollande a fait de très beaux discours, évidemment Jacques Chirac, François Mitterrand, n'en parlons pas, même Nicolas Sarkozy ou Nicolas Sarkozy aussi, pas même Nicolas Sarkozy. Donc je veux dire, moi je pense que des gens qui prétendent mener les destinées d'un pays, qu'ils aient un rapport à l'histoire de ce pays, qu'ils aient envie d'intervenir politiquement et de poser des mots sur les destinées de ce pays, sur son histoire et sur les contradictions et les plaies encore vives de cette histoire, ça me semble pas très... Une dernière question. Vous remarquerez que celui qui en a peut-être le moins parlé, c'était le plus historien, c'était le général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle, lui, voulait avancer. Il voulait qu'on avance, que l'histoire ne soit pas un élément, si vous voulez, de nous retarder et de nous faire fasciner, de nous fasciner sur nos erreurs. Je crois que en effet, c'est plus important d'avancer. Autre déclaration, excusez-moi, c'est toujours d'Emmanuel Macron, parce que celle-ci est quand même troublante. Elle a été accordée lors d'une interview à l'Obs. Et le candidat d'En Marche estime que les opposants au mariage homosexuel ont été humiliés par et pendant le quinquennat de François Hollande. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une volonté, on pourrait dire, de rassembler, de parler à ceux qui auraient été, selon lui, humiliés? Ou est-ce que, pardonnez-moi encore, je vous pose la même question, c'est une visée électoraliste? J'en sais rien, mais par contre... Elle vous surprend, cette déclaration? Oui, c'est vrai que le candidat d'En Marche fait toujours du contre-pied, donc c'est intéressant, mais en même temps, si vous voulez, il y a deux choses. Je crois qu'il y a quelque chose... Il y a un élément... pertinent, mais mal formulé, qui est que, quelque part, et on rejoint ce que vous disiez sur les cathédrales, etc., et ça, c'est les sujets qui m'intéressent, c'est qu'il y a une telle incapacité à prendre au sérieux, notamment la question religieuse, la question du symbolique, etc., que une partie, une dimension de la manif pour tous et de ce mouvement... C'était l'objet de votre livre, qui a eu un franc succès, c'est cette gauche face à tous ces sujets. Un silence religieux. Voilà. Merci, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'intéresse, c'est-à-dire que la manif pour tous, et moi, je suis bien placé, beaucoup de journalistes ne l'ont pas vu venir, ne l'ont pas bien compris,
comprise, ne l'ont pas bien étudiée, ont eu du mal à comprendre son importance, etc. Et notamment parce qu'on est très nombreux à avoir perdu un certain contact à la question religieuse, à la question du symbolique, etc. Ça, c'est une chose. Donc dire ils ont été humiliés, c'est un peu violent et exagéré, mais en tout cas, dire que quelque chose n'a pas été entendu, n'a pas été compris et qu'on a juste tous ramassé tout ça en disant ce sont tous des homophobes, point barre, c'est quand même quelque chose d'assez pertinent. Après, il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué et dur et pénible et peut-être blessant, et d'ailleurs beaucoup de réactions en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il y a un hashtag Team Humilié, vous avez vu, qui a été créé par des gens notamment qui se réclament, qui sont homosexuels, etc., et des journalistes ou autres, et qui ont rappelé quand même que évidemment, ceux qui ont été humiliés pendant cette époque, d'abord, ce sont les homosexuels eux-mêmes. D'abord, par le pouvoir lui-même, par la façon dont il a mené ce projet, ou mal mené ce projet, la façon dont il a rasé les murs, la façon dont Hollande a dit « mais les mères qui ne voudront pas marier, évidemment, ce sera chacun selon sa conscience ». Les insultes qui ont fusé en permanence sur les réseaux sociaux, un peu partout, dans les manifestations. Ceux qui ont d'abord été humiliés dans leur chair, dans leur présence physique, dans leur quotidien, dans le soupçon que leurs enfants, s'ils venaient à en avoir, seraient forcément des terroristes ou des pédophiles, etc. Ce sont d'abord quand même ceux qui étaient censés pouvoir avoir droit au mariage. En conclusion ? Tout à fait. Mais là encore, il est contradictoire parce qu'il essaie de récupérer en effet peut-être un électorat qui perd, et en même temps, il est pour la GPA. Donc il est toujours en pleine contradiction. Et alors, c'est là où on va, le jour où il va vraiment définir ce qu'il veut faire, c'est là où il risque de perdre peut-être quelques points dans son tous les cas, large. vous reviendrez pour en parler avec plaisir. Merci beaucoup, messieurs Jean-Marie Herouard et Jean Birnbaum. Merci à vous. La suite de votre émission dans quelques instants. Eh bien, ce sont deux invités pour le grand entretien. Un couple d'agriculteurs pour un témoignage fort et percutant. Et puis, la revue de presse. Et c'est juste après le tour d'horizon de l'actualité du jour. Le chômage a reculé de 0,2 points en 2016 et passe à 10% de la population active selon les données de l'INSEE publiées aujourd'hui. En métropole, le taux passe lui de 9,8 à 9,7%. Une baisse timide, mais la situation des moins de 25 ans s'est améliorée. Moins 1,7%. Au total, l'Hexagone compte 2,78 millions de demandeurs d'emploi. Benoît Hamon. Benoît Hamon veut plus de transparence dans la vie publique. Son équipe de campagne a dévoilé aujourd'hui 10 mesures en ce sens, dont l'interdiction pour les parlementaires de recruter un membre de leur famille, ou encore l'incompatibilité du mandat de parlementaire avec toute activité de conseil. L'ensemble des députés, toutes sensibilités confondues, entendent ce besoin de transparence qui est la condition du rétablissement d'une forme de confiance. En séance. Le Parlement a adopté définitivement aujourd'hui la proposition de loi socialiste visant à pénaliser les sites de désinformation sur l'IVG. Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse existe depuis 1993. Il est sanctionné par une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Il sera désormais étendu au réseau numérique. Seuls les Républicains ont voté contre au nom de l'atteinte à la liberté d'expression. En séance. Feu vert définitif ce jeudi au Parlement pour la réforme du statut de Paris et l'aménagement métropolitain. L'une des mesures phares du texte voté sera la fusion des 4 premiers arrondissements de la capitale avec un seul maire élu. Un souhait de Anne Hidalgo, maire de Paris, qui avance un moyen de faire des économies et d'équilibrer la représentativité des conseillers de la ville. La droite, elle, dénonce une manœuvre purement électoraliste. Économie. Le Parlement européen a adopté ce jour un rapport qui donnerait un cadre juridique aux robots, par exemple l'éthique ou le rôle des machines dans une entreprise. Mais la suggestion d'une mise en place d'une taxe robot pour financer un revenu universel ne rencontre pas l'assentiment des députés européens. La Commission va maintenant évaluer ce rapport dans les 3 prochains mois.
Et tout de suite, c'est la revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens demain. Avec d'abord, on en a parlé tout à l'heure, Libération et ce titre, Fillon, petit business entre amis, le quotidien qui a enquêté sur les conférences que le candidat Les Républicains a données à l'étranger entre 2013 et 2016. Le Figaro qui revient sur les propos d'Emmanuel Macron qui ont provoqué un tollé sur la colonisation comparé à un crime contre l'humanité. Et enfin, le point hebdomadaire, économie, dépenses publiques et euros, le parti de la faillite. Voilà, à découvrir dans votre hebdomadaire. C'était la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Et ce soir, pour le grand entretien, exceptionnellement, je ne reçois pas un, mais deux invités. C'est l'histoire de Ludivine et de Christophe Lemonnier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue, on est ravis de vous recevoir. Témoignage sans phare, vous allez l'entendre, d'un couple d'agriculteurs. Le jour où on a vendu nos vaches, c'est le titre de leur ouvrage, paru chez Flammarion. Alors, on va plonger évidemment dans votre histoire, celle d'un couple, on va le rappeler, contraint de vendre son cheptel. L'un des tristes symboles d'une agriculture en souffrance, en désespérance. On en parle souvent ici sur ce plateau. Mais est-ce que ce livre, tout d'abord, Christophe, c'est votre histoire évidemment, mais c'est une histoire écrite aussi pour les autres, pour toutes celles et ceux qui vivent la même situation que vous? Oui, on le dit bien dans le livre. Bon, à la base, c'est vraiment notre histoire, voilà, mon métier que j'ai pas vraiment réussi à concrétiser jusqu'au bout. Et c'est aussi pour expliquer à tous les agriculteurs qui sont dans mon cas qu'ils n'hésitent pas à en discuter avec d'autres et parler de leurs problèmes pour pas s'enfoncer plus qu'ils ne peuvent être à l'heure actuelle. Ludivine, quand on écrit un tel livre à deux, quand on raconte, on va le dire tout à l'heure, une forme d'engrenage, etc., est-ce qu'on dit tout des moments de grande difficulté? Est-ce qu'on raconte tout? Est-ce qu'il y a un voile de pudeur, pas de pudeur, où on se dit là, on va pas tout dire, on va pas tout délivrer comme ça de manière brute? S'il y a un voile de pudeur, il est vraiment très mince parce qu'on a vraiment été au plus loin. Évidemment, il y a peut-être des petites choses qui sont vraiment intimes qu'on ne peut pas dire, mais on a vraiment été loin dans le détail et on s'est vraiment mis à nu. C'est pour ça que c'est un témoignage percutant, émouvant, fort, dont on va détailler les moments importants dans votre vie et votre parcours. Christophe, ça fait des années que vous et d'autres vous battez pour faire bouger les choses dans le milieu agricole. Il y a eu, c'est ce dont on parle dans les médias, des manifestations, des actions ponctuelles. Là, c'est une autre manière de raconter les difficultés finalement. Parce que souvent, on en parle à travers des actions, parfois coup de poing, des actions fortes. Là, via le quotidien, c'est peut-être une manière d'interpeller davantage, évidemment, tout le monde, mais aussi les pouvoirs publics, je suppose. Oui, d'une part, le consommateur, souvent, il nous voit manifester dans les rues, sur les routes. Souvent, ils ne comprennent pas parce que c'est presque tous les ans qu'on revient à se plaindre pour telle ou telle production. Et là, dans ce livre-là, ça montre vraiment les vrais problèmes financiers qu'une exploitation comme la nôtre, qui est une exploitation, on va dire, moyenne. Et c'est là où on explique vraiment les problèmes financiers et jusqu'où que ça peut aller, ou que certains de mes collègues ont été jusqu'au suicide. Et vous, avec Ludivine, vous avez sauté le pas pour le raconter, mais est-ce qu'il y a une forme de résignation, justement, des autres agriculteurs, de ne pas franchir ce pas, de ne plus manifester, de rester chez soi, un peu de baisser les bras, compte tenu peut-être d'une forme de surdité des pouvoirs publics? Est-ce que vous le ressentez ainsi, Christophe ou Ludivine? Oui, moi je le sens que, comme là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus producteur de lait depuis 1 an, mais bon, je suis encore les cours du lait parce que voilà, je suis né dedans et je pourrais pas quitter ça comme ça. Mais les agriculteurs, à l'heure d'aujourd'hui, gagnent encore moins qu'il y a 1 an qu'on se battait. Et tout le monde reste dans ses fermes, tout le monde reste enfermé, les bras pendants. Et on dit donc il y a une forme de résignation. Oui, et puis tout le monde, l'État, tout ça fait tout pour qu'on reste chez nous et qu'on... Alors c'est où qu'on meurt ou qu'on attende peut-être qu'une solution arrive un jour ou l'autre. Mais vous ne le faites pas. Et les femmes en particulier, Ludivine, elles sont sorties. On a tous en mémoire ces images de femmes d'agriculteurs, ce mouvement des foulards noirs, dans lequel vous êtes très engagée. Oui, je suis coprésidente avec Charlène de l'association qu'on a créée il y a quelques mois. Quelle image, selon vous, renvoie votre profession aujourd'hui ?
Parce que vous êtes sorti pour raconter un quotidien, c'est ce que vous faites. Oui, je pense que la profession, malheureusement, renvoie pas une bonne image parce que les gens, ce qu'ils retiennent, c'est vraiment déverser du fumier, bloquer les routes, embêter la population, en fait. C'est ce que les gens retiennent et à la fin, ils en ont marre. Donc on s'est dit, est-ce que d'une autre façon, plus douce, on ne peut pas essayer de faire entendre notre voix parce que leur manifestation, c'est pas non plus que leur travail qui va pas bien, c'est eux aussi et il faut absolument que les gens le comprennent parce que là, avant ils se battaient pour leur métier, mais il y avait toujours l'espoir et l'envie et plus ça va, moins il y a l'envie et moins il y a d'espoir. On va rentrer dans le détail de votre histoire. Je voudrais encore vous poser 2-3 questions un peu plus générales. Christophe, est-ce que vous pensez qu'on est à un moment charnière très important pour les agriculteurs et en particulier les jeunes agriculteurs? On pense à eux, il faut faire des choix qui vont engager pour l'avenir. Est-ce que vous pensez que certains poussent, je ne vais pas dire l'État, mais qu'il y a une politique qui pousse vers, vous savez, le fameux modèle de la ferme des 1000 vaches? Est-ce qu'on veut orienter un petit peu le choix de jeunes agriculteurs vers ce type de développement? Oui, vous avez tout à fait raison. Sans le dire, sans que les politiques, aucun n'ose le dire. Pour l'instant, même aucun n'ose vraiment parler de l'agriculture dans toute leur campagne présidentielle. On n'en a aucun parlé de l'agriculture. Ils vont en parler avec le salon qui arrive. Voilà, ils vont venir faire leur pantin un peu au salon de l'agriculture. Mais vous êtes sévère, leur pantin, tous. Oui, c'est l'image qu'on a vraiment du milieu agricole quand on les voit se promener à faire voir une belle image de l'agriculture et d'un autre côté, ils ne s'occupent même pas de nous. Dès le lendemain, ils ne vont même pas penser à notre image. Et on voit dans les campagnes, à l'heure actuelle, dans ma commune, maintenant, il n'y a plus qu'un producteur de lait. Dans la commune voisine, dans quelques mois, il ne va plus avoir qu'un agriculteur, un producteur de lait plutôt. Et les fermes de 300-400 vaches dans la région par chez nous, il y en a de plus en plus. On ne les voit pas spécialement, ils grossissent dans les campagnes. Ça ne dit rien et voilà, tout pendant que les médias se mettent pas dedans, voilà, les fermes ils grossissent, l'État ça les arrange, les coopératives ça les arrange, ils n'ont plus qu'un camion de lait qui va dans une ferme ou dans 10 fermes. Donc il y a un vrai mouvement que vous constatez là. Ah oui, c'est flagrant. Je vais dire dans 10 ans, on va arriver un peu comme l'Angleterre et tout de suite avec des fermes de 600-700 vaches, ça va être la moyenne de toutes les fermes, je pense. Si vous étiez agriculteur dans un autre pays, parce que là, on entend dans votre discours que c'est peut-être la France qui défend, l'État celui-ci ou ce pouvoir politique ou un autre qui ne défend pas assez ses agriculteurs, est-ce qu'il y a un autre pays en Europe où on peut être agriculteur et être, j'allais dire, bien vivre de son métier? Qui défend bien? Ouais, moi, j'ai vraiment un témoignage pur. On a des amis, on a un ami agriculteur en Angleterre. À l'heure d'aujourd'hui, il a 600 vaches. Ses parents, il y a 20 ans, 25 ans, ils avaient 100 vaches. Et là, ils nous ont dit au moment des fêtes qu'ils vivaient pas mieux si c'était pire qu'eux avec 100 vaches. Alors peut-être qu'en Europe, il y a peut-être des pays qui s'en sortent un petit peu mieux. Je pense que l'Allemagne arrive quand même à sortir. Mieux défendre son agriculture. Oui, déjà le pays défend plus son agriculture que la France. Alors votre histoire, Ludivine, vous, dès le départ, vous ne vouliez pas de ce destin. C'est un destin finalement d'une vie toute tracée dans l'agriculture. Adolescente, vous rêviez d'une autre vie, tout simplement. Ah oui, tout à fait. J'étais plus, une vie citadine. Voilà, j'étais pas du tout. Je suis issue du milieu agricole. Mes parents, tous les deux d'ailleurs. Oui, nos parents, grands-parents étaient agriculteurs. Et c'est vrai que moi, j'ai vu mes parents toujours cravacher, et pas de week-end parce que mon père était éleveur laitier aussi. Et c'est vrai que c'était quand même un travail très prenant. Et donc, j'avais dit à ma mère, jamais de ma vie j'épouserai un agriculteur. Voilà. Et elle m'a dit, j'ai dit la même chose que toi et j'ai posé ton père, donc et voilà. Christophe, j'ai l'impression que vous avez eu, pas moins de choix, moindre, mais dès l'âge de 16 ans, dès que vous pouviez conduire un tracteur, ça y est, on vous a poussé, vous y étiez. Oh non, on m'a pas poussé, c'était une passion en fait, voilà, dès tout petit. Même en primaire, je rentrais de l'école, je faisais vite fait mes leçons quand je pensais à les faire et j'avais qu'une idée, c'était aller aider mes parents. C'était même pas une obligation, c'était un vrai plaisir. Moi, j'ai pris mon métier par passion.
C'est pour ça que c'est important que vous nous disiez plaisir, parce que là, on va parler du quotidien, parce que vous êtes mariés, vous êtes installés dans la ferme avec Christophe, une ferme de 68 hectares, c'est bien cela, une soixantaine... À l'heure d'aujourd'hui, on est monté jusqu'à 90 hectares. Soixantaine de bêtes et un quotidien d'un éleveur laitier. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est lever 6 heures du matin, c'est la traite des animaux, c'est un rythme non-stop. Oui, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et peut-être qu'on peut préciser que les vaches laitières, c'est ce qu'il y a de plus exigeant, de plus contraignant, ça ne s'arrête jamais. C'est le cas? Oui, c'est pas le domaine, mais en tout cas la spécificité dans votre métier qui est la plus lourde. Après, chacun a choisi son domaine, hein, mais c'est vrai que la production laitière, si on s'absente de l'exploitation, même qu'un soir, on est obligé de prendre quelqu'un pour nous remplacer sur l'exploitation. Et voilà, c'est ça qui est le plus contraignant dans notre domaine, dans la production laitière. Il y a l'exploitation et Ludivine, il y a la gestion évidemment des papiers, de l'administration, les contrôles au niveau de l'État et de l'Europe, ils sont toujours de plus en plus serrés, de plus en plus importants. Est-ce que c'était une angoisse, toutes ces normes? Est-ce que vous le viviez comme une crainte? Tout le temps, hein, quand on contrôle PAC ou même contrôle sur les animaux, c'était vraiment toujours à se dire, voilà, est-ce que le dossier est complet? Est-ce que, voilà, si je me plante, s'il manque une feuille... Mais pourquoi vous aviez des doutes? Pas parce qu'il manque toujours quelque chose. Ça change toujours? C'est toujours ces normes qui évoluent, c'est comme ça? Faut toujours s'informer. L'Europe sort toujours des nouvelles lois. Alors, je sais, il y en a qui sont toujours assez pointus. Puis maintenant, avec l'informatique, on arrive à tout avoir. Mais voilà, on n'est pas... voilà, c'est comme quelqu'un qui a une voiture. La voiture, elle n'est pas tout le temps clean. Il y a toujours peut-être un truc. Une exploitation, c'est pareil. Et voilà, c'est pas. Donc, à part le quotidien, tout ça, vous aviez cette hantise permanente. Ouais. Et puis, c'est des contrôles qu'on a toujours peur. C'est que déjà, sur une exploitation comme la nôtre, on n'arrivait pas spécialement. On ne se versait pas de revenus, on n'arrivait pas à gagner assez d'argent. Les primes européennes, même si on se fait critiquer envers tout le monde parce qu'on vit grâce à ça, mais c'est vrai que les primes, ça peut être le seul petit revenu qu'on peut avoir. Et si on a un contrôle, directement, ils prennent cet argent-là en premier. Alors voilà, c'est un peu la peur de se dire, tiens, on comptait sur cet argent-là, mais s'ils nous en enlèvent la moitié, qu'est-ce qu'on va faire? Vous parlez de ce moment d'ailleurs où Christophe, vous ne vous versez plus de salaire et Ludivine, vous êtes obligé d'aller travailler à droite, à gauche, période terrible, je crois que c'est l'hiver 2014-2015, vous voyez un peu tout noir, parce que vous êtes obligé de faire des métiers pour lesquels vous n'êtes absolument pas destiné. Hein. C'était avant, c'était 2009, parce qu'après, oui, enfin même un petit 2008 j'ai commencé, oui. Après, quand on a besoin de travailler, quand il faut manger, voilà, on trouve du travail et j'ai pris ce que j'ai trouvé, voilà. Après, bon, c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'étaient pas spécialement... Travailler à l'usine, ça n'a pas été hyper enrichissant, mais après, voilà, c'était un travail et j'ai bien été contente de le trouver et ça, voilà. Et puis après, bon, j'ai fait diverses choses où j'ai évolué et puis jusqu'au jour où on m'a proposé un poste au Bricomarché à Bayeux. Et est-ce que la phrase des parents de Christophe a toujours résonné? Je crois que vos parents vous disaient ton métier ne mérite pas une vie, parce que vous vous donnez tellement dans ce métier. Est-ce qu'à un moment vous vous dites c'est vrai, ça mérite pas que je sois aussi fatiguée, que je donne tout finalement? Ouais, et puis je pense que mes parents... Et que les enfants se disent le soir pourquoi papa il est énervé, parce qu'ils se sont dit un peu ça. Ah voilà, j'étais vraiment la période avant de décider d'arrêter de traire, j'étais invivable. Voilà, devant tout le monde, on faisait bonne figure à dire non, tout va bien, et puis dès qu'on se retrouvait seul... On vous imagine mal invivable, hein? N'est-ce pas, Ludivine? Vous avez l'air... Je vous assure. Vraiment? Non, mais... et puis... mais après, voilà, c'est normal. Je dormais plus, tout ça. Alors, à un moment donné, il y a le système qui... Mes parents, ils voyaient bien que... ça se voit bien sur quelqu'un, quand on connaît quelqu'un tous les jours. Tout de suite. Il y a quelque chose qui... Mais racontez pour celles et ceux qui vous écoutent, qui sont peut-être malheureusement dans cette même situation, comment vous êtes sorti de cet engrenage? À un moment, vous arrêtez tout. D'ailleurs, c'est un moment d'émotion très fort, hein, Ludivine, où c'est terminé, il faut changer, passer à autre chose. Comment ça se passe? Oui, à un moment, on s'est dit, il va falloir prendre les bonnes décisions. Christophe l'a prise. Après, dire qu'on est sorti de l'engrenage, on n'en est pas sorti. Mais on est mieux quand même, même psychologiquement. Enfin, Christophe a tendance à avoir retrouvé quand même un sommeil plus paisible.
Et puis, oui, non, quand il me l'a dit, j'avoue, j'ai eu intérieurement un moment de joie. C'était pas une joie, c'est la fête, c'était de la joie et de la peine aussi, parce que je savais qu'il arrêtait sa passion. Mais s'il le faisait, c'était pour lui, mais c'était aussi pour nous, pour notre couple, pour notre vie de famille. Et ça, Vous parlez d'un moment à la fois qui peut paraître anodin, mais qui est très très fort, parce que vous faites des courses dans un supermarché et vous allez acheter du lait. Ouais. Alors vous achetez du lait alors que ça doit être quand même troublant et déroutant. Oui, il a fallu que j'aille acheter du lait parce que un matin, quand Christophe a arrêté de traire, en fait, le lendemain matin, enfin 2 jours après, il y a eu besoin de prendre du lait. Et puis, il n'y avait plus de lait dans le tank. Et là, c'est Gabriel qui est revenu, qui me dit « Mais maman, il n'y a plus de lait dans le tank, comment ça se fait ?» Et d'un coup, je me suis rendu compte que la machine n'avait pas tourné depuis 2 jours. Et là, j'ai appelé Christophe qui n'était pas là. Il me dit « Oui, je sais, ça, il n'y en a plus. » Et là, les enfants, enfin Gabriel s'est mis à pleurer. Et donc après, le mardi qui a suivi, je suis allée faire mes courses. Et là, gros moment de solitude devant le rayon lait. Quoi prendre ? Je ne savais pas. Et puis j'ai pris du lait entier. Je me suis dit, il n'y a que ça. Voilà, j'ai pris du lait entier et puis je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Il y a votre quotidien et puis il y a une réalité dont il faut parler, Christophe, quand même, parce que dans ce monde du lait très difficile, très concurrentiel, il y a un chef, il y a une suprématie qui explique aussi vos difficultés, c'est Lactalis. Je ne veux pas le cibler ni le désigner, mais quand même, il dicte tout et surtout les prix. C'est ça la réalité ? Oui, alors moi, j'étais pas directement impacté par la laiterie Lactalis, parce que moi, j'étais coopérateur à la laiterie d'Isigny-Sainte-Mère. Mais c'est ce que j'explique à plusieurs moments, c'est que Lactalis, c'est un peu la bête noire des agriculteurs d'une part, et aussi des coopératives. En fait, ils suivent tous un petit peu la logique de Lactalis. Et si Lactalis aujourd'hui dit nous, on n'augmente pas notre litre de lait, les autres laiteries, qu'est-ce qu'ils font ? Ils gardent la même lignée que Lactalis et indirectement, on se trouve impacté derrière ça. Aujourd'hui, comment vous imaginez l'avenir pour vous d'abord et plus largement pour la profession d'abord, Ludivine ? Vous avez, je crois, aujourd'hui quelques bêtes. Vous faites des céréales à côté, c'est bien ça ? Oui, j'ai encore une soixantaine de bêtes. Et je fais des céréales. Je pense qu'à la suite, là, je vais essayer de travailler un petit peu à l'extérieur pour ramener un vrai revenu. Et puis en plus, on fait chambre d'hôte, nous, à la ferme, depuis... ça, il faut l'annoncer, alors. On fait chambre d'hôte depuis une 12aine d'années déjà, ce qui avait aidé à certains moments à ramener du revenu dans l'exploitation et puis dans le couple aussi. Ludivine, même question pour conclure. Je pense que l'avenir peut être que meilleur. Il faut avoir espoir, surtout se dire que voilà, on est jeune, ça se voit, vous pouvez compter l'un sur l'autre, c'est peut-être le plus important aussi. On a la vie devant nous et puis on est soudés. Je pense que ça nous a peut-être encore plus soudés. D'avoir passé cette épreuve, même si c'est pas encore tout à fait fini, mais disons que oui, on fera autre chose. Espoir que nous, ça s'améliore, mais aussi espoir que l'agriculture perdure et que tous les jeunes qui veulent s'installer puissent s'installer et vivre de ce métier-là qui est magnifique. En tout cas, pour vous, on vous souhaite beaucoup de bonheur et de prospérité. Merci. Ce livre, c'est votre témoignage, mais c'est aussi important pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette situation, qui ne trouvent pas de solution. C'est vraiment un réconfort pour eux. Il y a beaucoup de réponses. Et pour nous, c'est un apprentissage aussi sur ce métier dont on parle beaucoup dans les médias, parfois en ne parlant qu'à travers les manifestations, donc de le découvrir aussi à travers vos témoignages, c'est important. Merci encore. Merci à vous. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, à présent, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. La barbarie, elle est sur la promenade des Anglais, le 14 juillet. La barbarie, ça a été le nazisme. Oui. La barbarie, ça a été le stalinisme. La barbarie, c'est l'islamo-fascisme. Et nous comparer à tout cela, alors que c'est la grande histoire de France, la grande histoire de notre nation, qui est allée porter la civilisation. Si l'Algérie est un grand pays aujourd'hui, c'est parce que des Français sont allés construire des boulevards, des routes, des avenues. La colonisation a apporté des aspects positifs, vous dites. Des universités, de grands architectes qui ont dessiné l'urbanisme d'Oran, d'Alger, de grandes cités là-bas en Algérie. Nous n'avons pas le droit de renier tout cela.
l'affaire Théo et les répercussions qu'elle a eues dans toute la société doivent nous interroger. Avons-nous œuvré en tant qu'hommes et femmes politiques, en tant que législateurs, à protéger nos concitoyens des violences policières? Avons-nous pris des mesures efficaces pour restaurer la confiance brisée entre la population et sa police? Les attentats, le tout sécuritaire réclamé sur bien des bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont abouti à une interdiction de parler de certaines défaillances chez nos forces de l'ordre, à un véritable tabou. Arnaud Gossement, des travaux des sénateurs sur justement cette question de la compensation écologique? Un peu de clarté. Ça fait depuis 1976 qu'on parle de compensation, voire même avant si on parle de compensation forestière. Et c'est la première fois, je crois, que le Parlement vraiment se saisit complètement de la question à l'occasion du débat sur certaines lois, par exemple la loi de biodiversité qui est passée au mois d'août 2016. On en a reparlé, mais pas de manière aussi approfondie que ce que font les sénateurs Dantec ou Joanneau, par exemple. C'est à mon avis une première et c'est une très très bonne initiative. Novembre 2013. Le typhon Yolanda frappe Tacloban, sur l'île de Leyte, au sud-est des Philippines. Des vents de plus de 300 km/h et une mer qui ravage tout sur son passage. L'un des cyclones les plus violents de l'histoire. Les pêcheurs vivant sur la côte sont les premières victimes. Pagkagawas naman ito. Tama nang gubang abalay. Baka di na makikilala ni San Jose ba din eh. Pag-usad ko, number 1 ko dahil yung bilngan na akong asawa, na akong mga anak. Pakialam ko, ayaw ni Kuan. Singko ayaw ni Trixie. Trixie mati ang ara ng Kuan. Babae nga kapot-kapot niya. Oray na kuno. Ce jour-là, des dizaines de milliers de personnes périssent en quelques minutes. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir dès lundi pour une nouvelle semaine de débats, de décryptage et puis des grands entretiens toujours variés. Merci encore. Belle fin de soirée.